Et quand je parle de mon podcast à des gens qui n'y connaissent rien à l'investissement ou au podcast immobilier ou à l'investissement, ils sont là en mode ouais, tu reçois des riches qui parlent de leurs trucs, de leur fortune et tout. Et c'est tellement pas ça en fait. C'est tellement pas ça. Alors. On est très endettés. On est parmi les top 1% des plus endettés de France. Donc, Et j'aime bien la notion de fuck you money, tu vois. Aussi. Franchement, je trouve que c'est plus confortable que ce que j'avais imaginé au début, tu vois. S'il a un domaine à 15 millions, c'est pas parce que c'est un bon investisseur immobilier. Et si quelqu'un a 500 000 euros en bourse, c'est peut-être juste qu'il a vendu sa société d'échafaudage et que ça a été un très bon entrepreneur d'échafaudage, mais c'est pas pour le coup un bon investisseur boursier. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Pour ce Noël, j'aurais pu te proposer des chocolats ou te convier à un dîner de Noël entre investisseurs. Au lieu de ça, cette année, je te propose un épisode de Noël en mode introspection, rétrospective, avec 2 podcasteurs immobiliers et finances perso, 2 entrepreneurs et 2 amis que tu connais sûrement, Jérémy du podcast Ça fait un bail et Thibaut du podcast Bye Bye Patron. Jérémy, Thibaut et moi, on a beaucoup de points communs et une trajectoire assez similaire dans le sens où on anime chacun un podcast de finances perso qui soutient une activité entrepreneuriale dans l'immobilier à côté. Tous les 3, on partage dans nos podcasts les découvertes de nos vies d'entrepreneurs et celles de nos invités experts, nos découvertes que l'on invite chaque semaine. On a donc à chaque fois pas mal de choses à se dire, à se raconter chaque fois qu'on se rencontre. Et cette fois-ci, tu seras là pour nous écouter. Au cours de notre conversation, on verra entre autres quels sont les apprentissages les plus impactants que l'on a reçus sur le podcast, qu'est-ce qui a été notre meilleure et notre pire expérience jusque-là, comment le podcast a fait évoluer notre stratégie d'investisseur et d'entrepreneur également, quel a été notre plus bel investissement et notre plus belle erreur également, quels sont nos projets pour 2024. On a passé, tu l'entendras, un bon moment, Jérémy, Thibaut et moi, pour l'occasion. Et j'espère que tu prendras du plaisir aussi à nous écouter. On a même investi dans des pulls et des bonnets de Noël. Tu pourras voir ça sur la vidéo sur la chaîne YouTube des Investisseurs 4.0 pour cet épisode. Clairement donc un épisode festif à écouter près du feu et de préférence un verre de vin chaud à la main. Joyeux Noël à toi. Et j'allais oublier, on organise aussi pour l'occasion un jeu concours avec des bons cadeaux Amazon 20 € à gagner. Pour participer, il te faudra identifier les 3 mots-clés que l'on a placés dans chacun des épisodes sur chacun de nos podcasts pour le semaine épisode. Donc l'épisode que tu écoutes contient un mot-clé, le premier mot-clé. Et sur les 2 autres podcasts, Bye Bye Patron et Ça fait un bail, sur ce même épisode, tu auras chacun un autre mot-clé. Tu rassembles les 3 et tu nous envoies un mail. Tu peux m'envoyer le mail sur paco@investisseur avec un s40.com et on te met dans la boucle pour le tirage au sort qui aura lieu le 15 janvier prochain. Bonne chance à toi et bonne écoute. Salut Jérémy, salut Thibaut. Salut Paco. Salut Paco. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux. Et oui, hyper content. L'esprit de Noël déjà pour les gens qui voilà, sur si vous regardez en vidéo, j'avais vu des bonnets, des pulls. J'avais vu un épisode de Sans permission là avec Yoni où il offrait des Rolex aux 2 autres. Non, merci. Et Thibaut. du coup, moi, c'est des pulls de Noël et bonnets de Noël, voilà. C'est un peu low budget. Mais vu que je devais prendre le métro, je voulais pas prendre non plus 3 Rolex avec moi, donc j'ai opté pour les pulls de Noël que je pense personne nous volera. Thibaut nous a offert des goodies aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir les aborder. Je sais pas combien de temps on va le garder, mais... On s'était dit du coup qu'on allait mettre 3 podcasteurs, 3 investisseurs, 3 entrepreneurs dans la même salle. Ça fait 9 personnes déjà. Ça fait 9 pour Noël, pour parler un peu de nos trajectoires un peu croisées et puis bien se marrer et passer un bon moment. Donc le programme, c'est discuter autour de quelques thèmes, tranquillou, à la fraîche. Et pour démarrer un petit peu, je voulais vous demander à vous deux peut-être de partager, au travers de votre grande carrière de podcasteur, déjà dans un premier temps, les apprentissages. Qu'est-ce qui vous a peut-être plus marqué, les trucs les plus impactants que vous avez reçus, que vous arrivez à vous souvenir dans vos podcasts respectifs, et puis on peut démarrer là-dessus. Bah moi, si tu veux, je peux commencer. Donc mon podcast, c'est Bye Bye Patron, bien sûr. Vous étiez tous les deux invités sur le podcast et ça fait trop plaisir de partager l'antenne avec vous.
pour moi, le plus marquant de loin, c'est en fait les communautés que tu arrives à réunir en très peu de temps. Là, on partage l'affiche avec Jérémy qui est en train de lever des fonds. D'ici à ce que vous écoutez l'épisode, ce sera bien sûr complètement financé. Mais voilà, moi j'avais fait un épisode à Chamonix. En 1 minute, on a vendu les tickets. Quand je viens dans la région parisienne, sauf aujourd'hui, j'organise des événements, ça se remplit hyper vite. En Alsace, ça va encore plus vite quand je suis de passage parce que c'est de là dont je suis originaire. Donc c'est vraiment une sorte, c'est presque une petite famille maintenant, même quand on va dans les événements qu'on n'organise pas forcément. Il y a tout de suite 30, 40, 50 personnes avec qui c'est vraiment un plaisir de partager. Et quand tu as une question, tu sais presque maintenant dans n'importe quelle ville de France à qui t'adresser et en fonction de la thématique également, quoi. Je sais que toi, tu as débloqué aussi un pass Airbnb All Around the World gratuit, il me semble. Ouais, j'étais en Argentine. On se salue Lara. C'était une invitée complètement par hasard. Je referai pas l'histoire, mais ça allait super. C'était vraiment plein de petits éléments fortuits qui nous ont amenés à nous connaître. Et puis j'étais du coup en Argentine. Pareil, j'avais été invité à Budapest par un autre invité dans un hôtel 5 étoiles. C'était vraiment pas mal. Bien joué. Je vais essayer de m'en inspirer. cherche une chambre pour Lyon. Non, ça sera déjà passé. Et écoute, pour répondre à la question, moi, c'est vraiment ces intérêts composés qui, je pense qu'en tant qu'humain, on n'a pas l'habitude de ce modèle mathématique qui est les intérêts composés, que ce soit dans l'investissement, dans la croissance d'un média, etc. Et on ne se rend pas compte de ce qui peut se passer avec 2 ans, 3 ans de régularité sur un format comme on l'a fait. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans. Toi, Paco, c'est à peu près pareil. Pareil, ouais. Et toi, moi, ça fait 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Mars 2021. Et écoute, pendant 2 ans, j'ai eu une croissance vraiment de 10% par mois, ce qui crée une exponentielle de fou. Cette année 2023, la croissance n'a pas été aussi forte, c'est beaucoup plus léger. Mais par contre, il y a eu une croissance des actions et des opportunités qui se sont créées à partir de ça. Et Thibault le parlait, on achète un château, qu'on va crowdfunder, on a fait 50% en quelques heures sur une somme de 690 000 € quand même, donc c'est pas rien. Je me suis fait des vrais potes, à chaque fois qu'on se voit, on se fait des super déj, là, j'étais invité pour faire un basket avec Tony Parker et Mr V. C'est censé être demain. Je sais toujours pas si je suis en train de rêver ou si c'est réel ce qui se passe. Je suis trop envieux et franchement, tu vois, c'est un truc de ma bucket list, quoi. Il y a 3-4 trucs dont je rêve depuis que je suis petit et rencontrer Tony, c'en était un. Et genre là, je vais faire un basket avec lui. Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Tu vas le regarder jouer, quoi, parce que en réalité, voilà, Écoute, je t'avoue que quand on m'a proposé, on m'a dit match avec Tony à 14h et après un gala, et j'ai dit écoute, je suis obligé de te demander, c'est pour jouer ou c'est pour le regarder, tu vois? Il m'a dit non, c'est pour jouer. Ouais. Ah d'accord, je vais m'acheter des baskets alors. Non, c'est clair, non, c'est top. Moi, j'ai la même expérience, en fait, des intérêts composés, des effets cumulés, quoi, dans tout, en fait. Et vraiment, le parallèle entre la création de médias, le contenu, et puis les investissements, en fait. C'est fou, les parallèles qu'il y a. Et c'est pareil entre investisseurs et entrepreneurs. Souvent, ça s'entrechoque les deux, tu vois. Et en réalité, c'est difficile de distinguer les deux. Et moi, ce qui marque souvent, c'est que quand j'invite des invités, je remarque à chaque fois que c'est pas juste des investisseurs, tu vois. C'est tous des entrepreneurs, en fait. C'est des gens qui, en plus, en fait, du capital qu'ils allouent, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est ils mettent de leur temps, ils mettent de leur stress aussi, parce que tu vois, tu vas skin the game dans des trucs où tu peux te planter, quoi. C'est ça, en fait, le truc de l'entrepreneur, vraiment. C'est que tu vas vraiment y mettre de ton savoir-faire et tu peux te planter. Et c'est vraiment la commonalité, on va dire, le point commun de tous les gens inspirants que j'ai reçus, c'était des gens qui n'étaient pas juste investisseurs, mais vraiment entrepreneurs dedans. Et je pense que pas beaucoup de gens vraiment en prennent conscience, tu vois, ouvertement. Tu vois, je pense que c'est une réalisation qu'il faut se faire, quoi, pour aller de l'avant, parce que tu vois, sinon t'es investisseur passif, mais tu gagnes pas autant, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai biais aussi sur le fait que sur notre podcast, on a envie de recevoir des gens qui ont fait des trucs, tu vois. Sûr. J'ai déjà été contacté par des gens qui m'ont dit ouais machin, j'ai 47 appartements à Paris, je voudrais passer sur ton podcast pour en discuter et tout. Tu creuses un peu et c'est
un très gros héritage ou un très gros job aussi, tu vois. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça d'innovation dans la manière d'innover, tu vois. C'est juste, bah voilà. T'avais de l'argent, t'as acheté. Le gars a lancé même s'il lance une boîte, pour le coup, il y a des choses intéressantes. Mais genre, le gars qui a fait de la tech en dev à 250 000 € à l'année et qui a enchaîné les investissements en mode hyper passif avec de l'investissement clé en main, et j'ai eu des demandes comme ça. Je l'invite pas sur mon podcast, mais et je suis sûr qu'il aurait des choses intéressantes à partager, tu vois. Mais c'est pas forcément, je pense, le message qu'on a envie de transmettre. Et quand je parle de mon podcast à des gens qui n'y connaissent rien à l'investissement ou au podcast immobilier ou d'investissement, ils sont là en mode ouais, tu reçois des riches qui parlent de leurs trucs, de leur fortune et tout. Et c'est tellement pas ça en fait. C'est tellement pas ça. Alors. On est très endettés. On est parmi les top 1% des plus endettés de France. Donc, Et moi je suis chaque minute plus en ce moment voilà. Avec ce crowdfunding. Yes. Ouais, là t'es sur une pente descendante, mon vieux. C'est compliqué. Non, mais moi j'aime bien dire à la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses. Et c'est vrai qu'à la fois pour le podcast, tous les trois, on est hyper réguliers. Et je pense que c'est dans tous les aspects de vos vies que c'est comme ça. Quand, par exemple, tu dois organiser des vacances ou quoi, bah, ce sera fait. Enfin, moi, dans ma vie, je suis assez carré. Tout ce que je fais, j'essaye de le faire bien. Et donc, c'est pareil quand tu es entrepreneur, c'est pareil quand tu es investisseur, c'est pareil quand tu es podcasteur. Tu n'as pas 10 000 personnalités, selon moi. Et donc, les gens qui ont réussi, de toute façon... ils vont jamais se reposer sur leur laurier. C'est ceux qui travaillent même le plus tard. Donc. Et toi, Thibaut, ton podcast s'appelle Bye Bye Patron. Donc voilà. Déjà c'est sur la liberté financière, c'est carrément clair, tu vois. Et du coup, je me posais la question, depuis que tu l'as lancé, est-ce que tu as vu la liberté financière sous un angle différent ou quand ouais, effectivement. En fait, moi, je pense que contrairement à beaucoup de personnes dans tout ce monde de l'immobilier, moi, je l'ai découvert assez tôt. J'étais entouré via d'amis de mes parents ou via des parents d'amis d'investisseurs immobiliers. Et beaucoup, c'était vraiment raté. Ils avaient tout perdu, notamment en achetant des hôtels, Enfin, je voyais toujours que le côté négatif, le côté surendetté. J'étais pas des hôtels. Et vraiment, c'était plutôt... voilà, pour moi, c'était un métier qui était très risqué et assez peu rémunérateur au final parce que les gens, ils étaient tout le temps un peu dans leur panade. Et donc maintenant, quand tu vois la liberté... rien que même si tu as réussi à mettre, je sais pas, 30-40 000 € de côté et que tu as un métier normal, classique, ta vie, elle a rien à voir avec si tu es vraiment de paycheck en paycheck. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, la liberté. C'est une fois que tu as réussi à avoir une somme qui te permet de bien dormir, tu peux faire des choses hyper impressionnantes. Là, j'ai eu sur le podcast, il s'appelle Eric. Il avait vendu sa société de construction et maintenant, il est en train d'acheter des petits appartements dans une station thermale. Je pense pas qu'il veut communiquer le prix, mais c'est moins cher qu'un appartement à Paris et il va en avoir 13 ou 14 à déjà plus de 10% de rentable pour l'an prochain déjà réservé et tout. Et ça, si t'as pas des fonds ou soit si t'as pas réussi à te dégager une certaine liberté, même d'esprit, et tu rates ce type d'opportunité. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est quand t'as la liberté, soit de temps, d'argent ou d'esprit, les trois c'est mieux, et tu peux vraiment aller sur des projets type acheter un château à 2 heures de Paris. Ouais, sur ce point-là, on a aussi, moi ce que j'ai réalisé, j'ai peut-être un peu mieux compris d'où venaient les inégalités dans ce monde, notamment quand j'ai cherché un financement pour ce château avec les banques et que c'est pas facile. Et la raison numéro 1 pour laquelle c'est pas facile, c'est que on n'a jamais acheté de château. C'est comme les boîtes de nuit. Comme les boîtes qui se prend la queue. C'est exactement ça. Et du coup, t'as beau leur dire que, avec mon associé, on a plus de 15 investissements en perso, mais là, on a créé une nouvelle société, etc. Donc, ils considèrent notre expérience comme 0. Et il y a vraiment ce truc de se dire, ok, donc c'est impossible d'acheter un château avec une banque, mais du coup, qui peut acheter un château, à part les personnes qui ont soit hérité... Qui ont déjà un château, mais qui sont aussi... souvent, financièrement, c'est pas incroyable non plus. Exactement. Et du coup, le sujet, c'est de se dire, ok, si c'est réel, ça, et que du coup, à la fin de ce premier investissement, déjà, on évite tous les pièges, on connaît les rouages, on sait faire, et qu'en plus, les gens en face de nous, ils nous prêtent pour faire,
bah il est là le creux des intérêts composés, tu vois. En fait, là, on est que dans le début du creux, et après, ça part, et c'est complètement délirant, et c'est là que les inégalités, elles se creusent d'une manière assez violente, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un peu la même chose, mais à un degré différent de la personne qui a jamais investi par exemple, dans du Airbnb et qui dit, bah, moi, mon banquier, il veut pas me financer parce que c'est risqué et qu'elle l'a jamais fait, quoi. Bon, pas à la même échelle, évidemment, mais c'est la même chose, enfin, c'est le même délire, quoi. Honnêtement, c'est pas beaucoup plus cher que les... Tu vois, j'ai acheté un château à 800 000 €, hein, c'est un château de pauvre. Ah ouais, d'accord. En plus, à crédit. À crédit. Je savais pas qu'on était entre gueux. Et toi, Paco, raconte-nous. La liberté, toi, ça fait 1 an à peu près que t'as changé, t'as changé de vie. Ouais, exactement. Alors, tu veux la version storytellée ou quoi? Écoute, j'ai dit bye patron. Voilà. J'ai dit bravo. Non, moi, franchement, je l'assume carrément. Je suis pas libre financièrement, mais je sais pas si je le serais vraiment dans le sens libre passif sous les cocotiers à rien faire, parce que ça me ferait vraiment super chier. Par contre, liberté d'agir et de faire ce que je veux avec mon temps. Enfin, tu vois, d'allouer longtemps vraiment à ce que j'ai envie de faire et qui m'impacte moi directement, en fait, c'est ça vraiment le truc. Ouais, on peut dire que je le suis. Et ça, c'est cool. Mais au travers des invités aussi, je réalise que c'est la liberté telle qu'on l'appelle comme ça, tu vois, qui était en genre t'accumules des cash flows positifs et puis après t'arrêtes. C'est vraiment, c'est très rare et puis c'est pas comme ça que ça fonctionne vraiment, quoi. J'ai peut-être une question pour vous. Ouais. Là, quand j'étais quand on montait les dizaines de dossiers bancaires qu'on a montés, d'ailleurs on attend toujours des réponses de plein de banques sur ce château. On a plusieurs banques qui nous ont demandé un CV. Moi, j'avais jamais fait de CV. J'ai eu un job dans ma vie. Il m'avait embauché parce qu'il c'était l'ancien président de la JE. Moi, j'étais le président d'après de la junior entreprise de l'école. Ouais. Et du coup, j'avais jamais vraiment fait de CV. Et donc là, je dois faire un CV un peu pour la première fois. Et donc, on est avec mon associé Martin, qui a déjà une boîte de 50 personnes. Et on se demandait un peu en mode, ça te donne pas envie de postuler à des jobs là? Et genre, et si tu postulais aujourd'hui? Alors déjà, c'est complètement fou. Je me sens pas du tout embauchable aujourd'hui, mais je me demandais un peu, genre, si là, aujourd'hui, vous vous lanciez et que vous repartiez dans le salariat, qu'est-ce que vous feriez qui puisse, pour le coup, vous puissiez utiliser ce que vous avez appris dans le podcast, dans l'entrepreneuriat, dans le business, pour avoir, je sais pas, un job ouf, quoi. C'est dur, hein. Par contre, ouais. Bah moi, j'y ai pensé souvent parce que moi, j'ai encore une activité. Pour ça que mon podcast n'est pas sponsorisé. Non, je rigole. J'ai encore une activité dans la finance qui m'occupe quand même pas mal. Et c'est vrai que tout ce réseau, tout ce que j'ai développé du côté immobilier, je me suis déjà posé la question si j'avais fait le même travail du côté de la finance, où déjà j'arrive à dégager avec cette activité quand même des revenus qui sont confortables. À quel point ça irait? Et c'est vrai que c'est des métiers où si tu as une bonne place, ça te fait l'équivalent de 10 ou 20 appartements en location. Et donc, c'est vrai que ce temps que j'ai alloué au podcast, à tout cet écosystème immobilier que j'apprécie beaucoup et qui me prend aussi beaucoup de temps, je me demande maintenant, avec, tu vois, tout ce qu'on sait, pourtant, je ne suis pas le meilleur designer Canva réel et tout ça, si tu arrives à mettre ça un peu dans un vrai métier dans le dur, y compris maintenant on a un peu l'ouverture d'esprit international, tu peux aller dans d'autres pays où il y a beaucoup moins d'impôts et plus d'argent. Je me suis déjà demandé s'il n'y aurait pas moyen de trouver des boulots, je sais pas, 400 000 € par an, et peut-être avec moins de temps que toutes les activités, même si j'apprécie faire toutes les activités que je fais. En tout cas, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a fait dans le podcast et dans l'investissement, ça peut que nous servir même dans d'autres aspects. Ouais, moi, ça m'a vraiment ouvert au secteur du média qui était complètement, pour moi, fermé. Je ne connaissais pas du tout ce secteur-là. Carrément. Tout ce qui est image, même collaborer avec les marques, tu vois, communiquer, c'est quelque chose. Je ne suis pas encore très, très bon là-dedans, mais j'ai vachement appris sur ce que ça dégage et les opportunités qui se dégagent aussi là-dessus, de sortir du bois, de créer une communauté aussi, d'être visible, de maîtriser aussi son image, de construire et de maîtriser cet actif qui a la crédibilité, qui est un petit peu le truc qui est le dernier rempart pour nous, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Après, je pense que je sais pas comment je le monérais vraiment sur un salaire, sur un emploi. Je suis pas sûr que je voudrais faire ça à 100%, tu vois, la com, c'est vraiment pas le truc. Mais je pense que ça pourrait être une corde en plus à mon arc. Et après, je pense que
moi, je reviendrais plutôt sur un job peut-être sur l'aspect investissement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, même dans l'ombre et tout ça, et je pourrais apprendre avec tout ce qu'on a appris dans les intervenants. Et j'aime bien la notion de fuck you money, tu vois, aussi. Franchement, je trouve que c'est plus confortable que ce que j'avais imaginé au début, tu vois. Et, en fait, c'est vraiment pas mal de se dire, en fait, tu as une activité salariée, mais tu peux vraiment juste dire... Enfin, c'est vachement plus cool, tu vois, te dire, je m'en fous, j'ai pas besoin de toi, tu vois, j'ai 1 million à côté. Ouais. Et qu'est-ce que... Alors, je continue à le faire parce que ça me plaît, mais je priorise vraiment les trucs que je veux faire. Si tu as aussi un bon environnement, tu vois, dans la boîte et que tu es bien vu de ton patron, après, il faut savoir respecter ces règles-là aussi, donc ça peut t'emmerder, mais c'est pas mal finalement. Ouais. Moi, je regardais un peu sur les métiers, hein, tu vois, vis-à-vis de mes sponsors, où j'ai eu des sponsors d'investissement locatif clé en main, où je leur ramenais 40 litres par mois, ou des... là, en ce moment, j'ai un cabinet d'expertise comptable. Quand je fais une story, j'arrive à lui envoyer 120 emails. Là, mes 2 dernières stories, je lui ai envoyé 90 et 120 emails de gens qui voulaient avoir un call, enfin des gens qui ont pris rendez-vous avec eux. Et moi, j'ai commencé un peu à me renseigner, à voir les primes des sales de ces boîtes-là. Et genre, si je rentre dans un modèle comme ça et que je peux signer ce volume-là, je gagne beaucoup plus que mon contrat de sponsoring que je fais. Surtout quand c'est récurrent, comme les cabinets d'expertise comptable, une fois que tu es dans un... Exactement. De toute façon, tu n'arrives pas vraiment à comparer de l'un à l'autre, donc tu restes d'année en année. Et c'est ça, donc on pourrait faire des folies en lançant des boîtes, hein, clairement, tous, mais vraiment sur ce côté salarié, c'est assez marrant de se dire qu'il y a aussi un truc où tu arrives avec ton CV. Moi, j'ai une anecdote avec mon dernier alternant, Valentin, que je salue, et qui était... franchement, il a bossé 7-8 mois avec nous, il était hyper bon, etc. Et à la fin, il quitte la boîte qu'il voulait se lancer dans le luxe, tu vois, il voulait une grande maison ou un truc. Et il trouve pas sur le premier mois, le deuxième mois, alors que je connais son potentiel. Et je lui dis, mais Valentin, pourquoi tu lances pas un podcast? Et il me dit, bah oui, pourquoi je vais lancer un podcast, machin. Je lui dis, lance un... Il me dit, il arrête pas de me dire qu'il avait pas de réseau dans le luxe. Je lui dis, bah lance un podcast. Vas-y, comment on l'appelle, machin. Il me dit, ouais, vas-y, je peux l'appeler Stratélux. Vas-y, très bien. Combien de temps il faut pour faire une vignette? Je sais pas, 1 heure. Vas-y, très bien. T'as déjà un contact dans le luxe? Ouais, tu m'avais dit que ta pote, elle bossait chez Louis Vuitton. Ouais, vas-y, invite-la. Fais ton premier épisode. Il a fait ça, il a fait 2 épisodes et il a trouvé un job. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et du coup, rester un peu dans l'immobilier, et dans l'immobilier de luxe, il part à Méribel pour un job de folie sur des chalets de luxe. Et il y a vraiment ce truc sur le CV, bim, quoi, ça te donne une crédibilité directe. Alors que son podcast, il a fait quelques centaines d'écoutes, c'est normal au début. Et donc, il y a vraiment ce truc-là aussi en avantage. Mais encore parallèle, la podcast et investissement, c'est que, en fait, parce que là, je sais pas, vous avez dû aussi comme moi avoir le syndrome de l'imposteur en disant, mais en fait, c'est aussi facile que ça de mettre un podcast, putain merde, je pensais que c'était complexe. Par contre, c'est vrai que le truc qu'il faut quand même dire, c'est que nous, on est là, on est depuis longtemps régulier, on continue. Et c'est pareil pour l'investissement. Si tu fais un invest ou quoi, que tu t'arrêtes là, il n'y a rien qui se passe pour toi, tu vois. Et c'est là que c'est important de continuer à faire. À produire et à avoir cette crédibilité que tu peux après utiliser et qui est vachement bien et qui est frugale et que moi aussi franchement je trouve que tout le monde devrait avoir comme un premier investisseur immobilier au moins un podcast en fait. Ça coûte rien, ça te donne une carte de visite. Et moi j'ai un très bon ami qui a fait une formation de naturopathe et c'est un ami dans la vraie vie que je connaissais bien avant tout ce monde et je lui dis mais lance un podcast. Après je lui ai dit au moins 10 fois et il l'a pas fait mais là il trouve pas trop de clients mais si tu as un podcast, même avec quelques milliers d'écoutes, tu convertis 5%, tu fais des trucs sur Zoom, t'es trop tranquille. Et là, il a dû reprendre un autre métier parce que justement, il n'avait pas assez de rendez-vous. C'est pas faute de lui avoir dit, redit, lance un podcast. Et tu te dis, nous encore, dans tout ce qui est immobilier, liberté financière, il y a un peu de la concurrence. Moi, j'avais un peu aidé Edouard, qui a un podcast sur les montres. Je l'avais un peu conseillé. Bah, très vite, tu as accès à tout le monde de l'horlogerie, des collectionneurs de malades. Si t'es dans un sport, c'est pareil. Je pense si tu fais un podcast sur le basket ou sur le golf, t'es invité à des événements, tu peux jouer sur des parcours de golf gratuitement, et puis ensuite tu fais un tout petit débrief. Et plus c'est niché, plus ça va aller vite en plus, d'aller capter un bon pourcentage de cette niche. Moi, typiquement, un cas, ça serait les agents immobiliers, quoi. T'es agent immobilier dans une ville de 50 000 habitants, tu lances un podcast sur les tips and tricks de la ville, meilleures adresses, etc. Donc, tu es invité par le serrurier du coin, le restaurant, le machin, le maire de la ville. Ça va vite, hein. Tu fais vite ton épisode avec le maire de la ville et
je pense qu'il te faut 15 épisodes pour être l'agent immobilier le plus connu de ta ville. Et ça t'aura coûté le prix d'un équipement, un micro, voilà. etc. Ça t'aura coûté 400 balles et des chouettes discussions avec des gens. Et en plus, tu te feras inviter au resto et chez le coiffeur et chez machin. Ouais. Et en plus de trouver des mandats, tu vas réussir à aller éventuellement même faire du sponsoring après sur des commerces de ta ville, etc. Franchement, ça va vite. Hein. Si vous aimez discuter, rencontrer des gens, etc., ça peut aller vite. Et je pense que les podcasts de ville, il y en a encore pas beaucoup. C'est un peu niche. Podcast des champs, par contre, il y en a un qui fait partie. C'est quoi votre meilleure expérience et pire expérience dans le podcasting? Moi, je dirais les meilleurs, c'est quand même les événements. Ça, c'est vraiment le rencontrer en vrai. Et puis parfois, t'es un peu surpris parce que même les invités que tu vois à la caméra, tu sais jamais s'ils sont grands, petits, gros, maigres, ce qu'ils ont et tout. Et parfois, tu vois des grosses voitures qui arrivent, des gars très en forme, d'autres tout petits. C'est toujours assez surprenant. On veut des anecdotes là maintenant. Non, mais des anecdotes, on en a plein. Mais je pense que c'est plutôt la partie off, effectivement, qui est la meilleure. Parce que sur les podcasts, je vais pas citer de nom, mais on va quand même toujours un peu dans tout ce qui se fait, un peu peut-être les hacks et tout ça. Mais il y a des trucs, c'est un peu plus dark. Et là, surtout souvent, tes invités, toi, ils sont un peu vénères. Souvent, dans les événements, ça se passe le dimanche après 11h. Tu vois, tu as commencé le vendredi, tout le monde se rencontre et tout. Et puis après, le dimanche après 11h, là, ça commence à parler en millions, comment avoir plusieurs sociétés qui ont le même nom pour pas trop que quand on cherche, on tombe toujours sur pas forcément la bonne, un peu détourner les banques. Combien de temps, par exemple, les registres des hypothèques met à inscrire l'hypothèque, ça peut être assez utile parfois dans certains cas. Donc c'est rencontrer. Nous on voit des chiffres et après quand tu les vois en vrai, pour moi c'est ça la meilleure expérience. La meilleure pour toi, c'est... Et écoute, moi je pense que c'est clairement ce qui est en train de m'arriver là sur les rencontres que je peux faire, ce projet de château. Ce qui a eu le plus de valeur pour ma vie, c'est de rencontrer des gens qui vraiment, je sais que dans 10 ans, je serai encore en contact avec eux. Il y a eu plein d'exemples. Je pense que si on continue tous sur cette voie, on est prêt à faire pas mal d'épisodes de Noël ensemble. Mais il y a Martin, évidemment, que je rencontre il y a 2 ans, un match de valeur de fou, et tu te dis que tu vas faire des projets IMO incroyables avec lui. Au début, tu le dis pendant l'épisode, tu sens que ça match, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble et tout. 99% du temps, tu vas pas réaliser le truc. Mais là, quand ça se fait, c'est incroyable. J'ai rencontré Pierre Tardy aussi, qui est le fondateur d'Outwork. Et tu vois, j'ai senti qu'il y a eu un truc, genre vraiment, on s'est trop bien entendu avec Pierre et avec Marion aussi, son associé. Franchement, c'était le premier épisode que j'ai enregistré en extérieur, tu vois. Il y a eu un mood qui s'est créé qui était incroyable. Et récemment, il y a un post sur LinkedIn où un gars met c'est quoi vos rencontres les plus marquantes des dernières années et tout. Et Pierre me tag dans le truc. Et genre, tu vois, je me sens hyper touché, je me dis putain, mais ça crée un truc qui est fort, quoi. Ça crée un truc qui est fort, et du coup, il achète en même temps un lieu un peu pour faire du séminaire aussi. Donc, on échange beaucoup, etc. Et ça n'a pas de valeur. Après, pour les parties moins cool, je pense que c'est quand tu chies techniquement sur un épisode, c'est d'une frustration. Comment ça t'arrive? C'est une frustration sans nom. Ou une fois, j'ai oublié un épisode quand même. Et c'était avec Yann Darwin. Ah oui. Et je me suis pointé 10 minutes en retard parce que j'ai eu une galère qui m'a fait sortir la tête du truc. Yann Darwin, 10 minutes, c'est terminé, quoi. Terminé. C'était terminé, voilà. Et du coup, je l'avais relancé plusieurs fois par message en lui disant que j'étais désolé, machin, mais qu'on était encore dans l'heure du T'attendais l'heure de le décalage horaire, non? Non, franchement, j'avais été honnête sur les problèmes qui m'étaient arrivés, mais ça n'excuse rien. Et après, voilà, la vérité, c'est que du coup, j'ai été contacté par son agence de presse récemment et on vient de réenregistrer ensemble, tu vois.
Quand il est arrivé à la maison, je lui ai donné l'anecdote. Il m'a fait ah, c'est bien que tu me le dises maintenant parce que sinon je serais peut-être pas revenu. T'as filé une anecdote. Voilà. Arrête de chier sur mon temps. Toujours dit ça, tu sais. C'est ça. Donc, ouais. C'est pareil pour moi, les meilleurs, on va dire, moments, c'est quand tu connectes vraiment avec un invité. C'est vraiment super cool, quoi. Et moi, ça m'est arrivé justement avec, il y avait Eric Larchevêque que j'avais reçu. Et c'était aussi dans une condition un peu improbable où genre il faut aussi aller vite, tu vois, genre bon là il y a un créneau, c'était le soir, tard le soir, tu vois. En plus il pleuvait, c'était les conditions, tu vois, je m'étais pas vraiment préparé, il faut que tu te prépares vite, tu vois, t'as l'adrénaline qui arrive, et c'est là au fait où moi en tout cas je suis vraiment le meilleur parce que je suis super focus. Et en plus de ça, on a vraiment bien connecté parce qu'en plus lui, tu vois, il est du tac au tac, il répond vite, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré l'interview. Après, ça arrive aussi avec d'autres invités. Et j'aime bien aussi inviter les gens un peu de l'ombre, tu vois. Pas forcément les gens qui sont super connus, mais les gens qui sont un peu aux manettes derrière et qui disent pas grand-chose, mais qui abattent du boulot, quoi. Ouais. J'aime bien les profils un peu comme ça. J'ai vu Thibaut Diringer du blog Corrige ton impôt, qui est un blog énormissime, mais en fait, mais qui est pas lui-même est très discret. Tu vois, il parle pas beaucoup, mais c'est un genre un fou furieux de la fiscalité pour particulier, tu vois. Et j'aime bien les profils comme ça, ou même les gens un peu timides de nature, que tu décoinces un peu, tu vois, et qu'après, qui ressortent et qui sont contents de l'interview et qui disent « Ah ouais, franchement, c'était plus facile, ou du moins, tu m'as bien mis à l'aise, j'étais content de sortir ça. Et franchement, là, je me sens, ouais, c'est cool, j'ai fait un bon truc aujourd'hui, quoi. » Et en fait, c'est un peu comme les soirées. Parfois, t'as pas trop envie d'y aller. Moi, j'avais aussi un très bon invité, Joe. Je connaissais pas du tout, parce que la plupart des invités, moi, je les connais des réseaux, et lui, je connaissais pas du tout. Ça m'arrangeait pas. C'était un dimanche matin et tout. Et puis, en fait, ça a trop bien connecté. Et tu sais que on s'est encore jamais vu en vrai, mais quand on se verra, ce sera juste trop bien. Et effectivement, avoir des invités qui sont passés nulle part, nous, c'est un peu à la fois. Puis c'est aussi, on parlait de Diane Darwin, quand je l'ai eu sur mon podcast, j'avais que des gens qui m'envoyaient du feu et tout ça, mais en fait son histoire, on la connaît, donc c'est toujours bien de l'avoir sur le podcast, mais c'est jamais une révélation, je pense, ni pour les auditeurs, ni pour nous, alors qu'effectivement, t'as d'autres personnes. Il n'y a pas longtemps, on m'a présenté un coach en sommeil, là, il est passé sur mon podcast, et gros investisseur immobilier aussi. En plus en Belgique, donc ça ouvre encore une autre voie. Et c'est vrai que quand tu fais des rencontres comme ça, tu te dis, mais dans un monde normal, il habite à Bruxelles, jamais je le rencontre, quoi. Ça arrive juste jamais. Et puis c'était un autre invité qui me l'a présenté, on a déjeuné ensemble, et puis ça a trop bien matché. Et un fail, t'as un fail à nous raconter? Fail, effectivement, donc si vous n'êtes pas... en plus, c'était en fait, ça vient de me venir parce que j'avais lu un très bon livre, c'était sur les options en finance, donc produits dérivés assez complexes, tu peux tout perdre si tu achètes, ça s'appelle un naked call, je pense qu'il y en a qui connaissent. Et c'était un bon livre sur une bonne stratégie, le mec très sérieux, il fait à peu près 2-3% par mois de renta. Stratégie, par contre, où il faut vraiment surveiller tes investissements. Et j'avais lu un livre par hasard sur Amazon, j'avais acheté le livre. C'est sûr que c'est pas les options binaires qu'on voit en pub au début de certaines vidéos YouTube. Et en fait, c'était quelqu'un d'assez âgé. Il voulait pas se montrer à la caméra. Et moi, à cette époque-là, j'avais un micro avec, ça s'appelle un filtre anti-pop. Pour ceux qui savent pas, c'est comme vous voyez à la radio. Et des AirPods pour écouter le son, parce que peut-être que vous savez pas, mais en gros, on a un micro et après, en général, on a un casque branché au micro pour avoir le retour. Et en fait, j'avais pas branché le micro, vu que j'avais le filtre, je voyais pas qu'il y avait pas la lumière. Et du coup, ça a pris tout le son des AirPods. Et c'était déjà, le gars, il voulait pas passer au début sur le podcast. Ensuite, l'épisode, il a été super intéressant. Et d'ailleurs, il a été beaucoup, beaucoup écouté. Mais le son avec les AirPods Pro, il est dégueulasse. C'est le pire. Dégueulasse. J'ai payé plusieurs mecs pour essayer. En fait, je pouvais pas le réinviter, c'était impossible, quoi. Donc pour réarranger le son, on est arrivé sur un truc tout juste potable et c'était un peu désolant parce que lui il consacre du temps, il voulait pas trop. Moi, tu l'as sorti quand même l'épisode après? Je l'ai sorti et ça a été très longtemps un de mes épisodes les plus écoutés. Ouais, comme quoi tu as le contenu, si c'est pas non plus trop dégueulasse. Non, faut que ce soit audible, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même le fond qui prime à chaque fois. Ouais.
Moi aussi, en micro, j'ai eu un petit problème avec Simon d'Aragon. D'ailleurs, je lui avais fait commander un micro, parce qu'il n'en avait pas. Et il avait oublié d'appuyer sur on. On ne trouvait pas comment ça fonctionnait et tout. Du coup, le son n'était pas terrible. Il avait un micro, mais c'était juste visuel, tu vois. En fait, ça ne marchait pas. Et après, tu l'avais reçu juste derrière. Donc voilà, en gros, le micro il était excellent chez toi parce qu'il avait appuyé sur on cette fois-ci. Et ben figure-toi qu'on a enregistré chez moi. Donc du coup, j'ai réglé le problème comme ça. Voilà, incroyable. Et on devait le faire à distance. Et en effet, au début, ça devait être grâce à ton micro. Donc ouais, c'est énorme. Donc en technique, évidemment, il y a des fails. Après, le gros fail de l'année pour moi, c'était Michel Broussard que j'ai reçu sur le podcast. Yes. Et on lui salue. Le pif. Et qui il était recommandé par beaucoup de gens. Hein. Mais de rien, moi, on m'a dit plein de fois, tu devrais l'inviter. Ouais. Et franchement, j'ai pas vu le truc venir. C'est impossible. Donc, indirectement, il y a des gens qui sont, après l'épisode, qui se sont fait flouer par un peu ma faute indirectement. Donc ça, c'est vrai que ça fait super chier. Mais bon, ça fait partie du truc. Après, le truc, il disait pas des trucs déconnants sur le thème lui-même, mais voilà. Non, et la vérité, c'est que nous, notre travail, c'est d'interviewer des gens. Aucun de nous est conseiller en investissement financier. Je pense que c'est bien qu'on le rappelle. On le rappelle souvent sur nos podcasts, je pense. Mais voilà, l'objectif, c'est j'ai une discussion intéressante avec quelqu'un qui a des choses à dire. Maintenant, chacun a cette chance d'être un peu comme une petite souris dans la pièce et d'écouter ça, de prendre ce qui lui convient, d'interagir sur les réseaux. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y, quoi. Allez-y, nous le dire. Moi, quand je reçois la personne, je sais pas ce qu'elle va me raconter, tu vois. J'ai eu des remarques sur certains invités. Ouais, c'est impossible qu'il ait autant d'appartements. Est-ce que tu lui as demandé ses titres de propriété ? Mais en fait, je suis qui ? Je suis pas notaire. Les invités viennent gratuitement sur le podcast. Pas oublier. Et je crois, parce qu'il y a des podcasts où on fait payer. Moi, on fait pas payer. A priori, c'est pas trop notre modèle. Donc, il faut pas. Voilà, il faut pas. On n'est pas là pour faire de la pub pour des produits. On connaît pas les produits parfois que les gens vendent aussi, etc. Donc voilà, faites preuve d'esprit critique sur ces points-là, quoi. Et t'as dit un mot là, t'as dit le mot souris, ça pourrait être un bon premier mot pour le jeu concours. Qu'est-ce que voilà. tu penses ? Écoute, très bien. On a oublié de vous annoncer un truc. C'est qu'on s'est décidé depuis très longtemps, une demi-heure, de lancer un jeu concours qui va vous permettre de gagner un truc. On va essayer de faire un truc bien. On réfléchit un peu à ce qui est possible. Vous voyez bien à l'écran qu'on fait pas les choses à moitié. Voilà. Les pulls de Noël. C'est une Rolex, un pull de Noël. Et donc on va offrir un cadeau et on va faire un petit jeu. Le but, pour participer, on fera un post collab sur les réseaux, sur Instagram, et il faudra commenter ce post avec 3 mots. Et les 3 mots, ils sont allés chercher sur les 3 podcasts, parce que cet épisode sera diffusé sur Les Investisseurs 4.0, sur Bye Bye Patron et sur Ça fait un bail. J'allais oublier le nom de mon podcast. Et voilà. Et le premier mot, du coup, c'est souris, qui est le mot de Paco. Voilà. Et il y aura les 2 autres qui arriveront et qui seront floutés sur les autres podcasts. Et il faudra aller sur les autres pour le trouver. Et cette section-là, du coup, on la mettra que sur un podcast, hein, c'est ça ? Voilà. Exactement. Je viens de comprendre le truc. Bien vu, les gars, bien vu. Donc vous aurez celui de Paco, un peu plus tard celui de Jérémy, et encore à la fin le mien, et comme ça il faudra que vous écoutiez les 3 épisodes. On passe au prochain thème. Vas-y. On avance sur l'investissement. En quoi le podcast a changé vos stratégies d'investisseurs ou d'entrepreneurs, en fait ? Qu'est-ce qui a changé dans vos stratégies suite au podcast ? J'y vais. Moi, donc, quand j'ai lancé le podcast, pourquoi je l'avais lancé ? Surtout, d'abord, c'était le Instagram. Je faisais des petits mèmes un peu drôles sur l'immobilier. J'essaie encore d'en faire, mais le temps me manque. Et Marlène Schiappa, toujours une bonne muse pour ça. Et en fait, j'étais en train d'acheter. Donc, d'abord, j'avais fait quelques investissements. Et puis après, à peu près il y a 6 ans, j'ai commencé à acheter vraiment plusieurs 3, 4, 5, 6 appartements par an. Et donc je saoulais tout le monde. Moi j'avais l'impression d'avoir trouvé la boîte de Pandore. Donc ma mère, ma soeur, tous les potes, mon pote par exemple naturopathe là qui a rien à voir avec ça. Et donc j'ai décidé de lancer le podcast pour ça. Donc j'étais déjà bien lancé. Ce que ça m'a apporté en plus, ça a été, parce que j'ai un peu réfléchi, ça a été le différé d'emprunt. Moi j'en faisais pas du tout. C'est à force d'écouter les... En fait, maintenant, quand tu le sais, c'est simple. Mais si tu sais pas que ça existe, d'avoir un différé plus long que
que les travaux en eux-mêmes, voire pas de travaux. Alors maintenant, les taux ont augmenté, c'est un peu moins intéressant d'avoir un différé, mais c'est vraiment via les interviews que j'ai pu avoir, les interactions que j'ai eues. Ensuite, après, je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça. Au début, tu n'as pas d'argent, donc tu prends des biens qui sont rentables parce que tu n'as pas le choix, en fait. Et ensuite, je me suis orienté vers, sur les derniers invests, sur des biens qui sont plus chers, moins rentables en rentabilité, les pourcents. Après, même si parfois les cash flows, au final, c'est les mêmes. Parce que si tu as acheté un petit appart à 12% et un petit à 9%, en fait, ça se trouve, tu vas avoir 200 ou 300 euros qui vont te rester. Donc, ça a été vraiment augmenter la taille des investissements. Et moi, j'aimais bien. J'ai fait du sport, entre guillemets, quand j'étais adolescent, assez haut niveau. Et mon prof, il me disait toujours toi, t'es le champion de ta rue. Ça, c'était toujours la phrase qu'il me disait. T'es qui, toi? T'es juste champion de ta rue. Quand tu vas aller au championnat de France, tu seras pas avec que des champions de leur rue. C'est quoi le sport? Et c'était du golf. Physique, en effet. Ouais. Très physique. Mais en tout cas, va jouer au golf en hiver de 15 heures par semaine en Alsace, tu vas vite comprendre ta douleur. Et puis, est-ce que tu as vu mon post sur le golf sur LinkedIn ou pas? Non. Je suis la bête noire de tous les golfeurs de LinkedIn. Ah, ok. Parce que j'ai fait un post pourquoi les riches aiment le golf. Ok. Et je me suis fait défoncer par toute la communauté de golfeurs. C'est un monde qui est assez, qui m'a dit, oui, fermé. Ouais. Je vois pas pourquoi tu dis que le golf c'est un sport cher. Le karting c'est beaucoup plus cher. La Formule 1 aussi. Ouais. Mais ça si on peut faire une toute petite parenthèse, quand t'es jeune, justement, c'est un sport qui veut beaucoup se rajeunir. Donc nous, on avait vraiment on payait peut-être 200 euros par an et on avait des avantages en milliers d'euros. On partait des semaines à bord. C'est souvent en Aquitaine que ça se passe. On partait des semaines entières en Aquitaine. La Ligue d'Alsace, elle nous payait tout. Tu peux jouer gratuitement partout. C'est pour ça que j'y joue plus, parce que maintenant je vois combien ça coûte vraiment. Quand c'est plus sponsorisé, c'est compliqué. Quand tu habites dans une région où tu peux jouer que 5 mois par an et que tu es 2 mois en vacances sur tes 5 mois, ça va pas bien. Donc voilà, ça a été un peu de changer d'échelle, de plus être la personne juste la plus... chez qui on demande conseil. Tu sais, on a souvent les 3 tiers. On essaye d'avoir des personnes, un tiers du même niveau que nous, c'est ta copine, tes amis, un tiers en dessous, ceux que tu peux aider, coacher, tout ça. Et en fait, c'est le dernier tiers au-dessus de toi qui est super dur à toucher. Et grâce au podcast, c'est comme ça que j'ai pu connaître, au moins dans certains domaines, des personnes beaucoup plus avancées que moi dans l'investissement immobilier et puis dans d'autres domaines juste de patrimoine pur ou un peu plus avancées dans la vie aussi. Des personnes qui ont 50 ans, qui ne se posent pas les mêmes questions que tu peux te poser à 35 ans. Quoi. Et écoute, moi, pour répondre à ta question, je pense que c'est plutôt en termes de stratégie, ce que je considérais comme exotique à l'époque et ce que je considère comme exotique aujourd'hui. Mon premier investissement, c'est une colocation. Je ne suis pas d'une famille d'investisseurs. Mon père est quand même dans le bâtiment, tu vois, mais c'était de l'appart en nu, à longue durée, pas très rentable, mais bon, vu que c'est lui qui faisait tous les travaux, ça allait, il s'en sortait bien, et puis des crédits très courts aussi, etc. Donc oui, j'ai appris un peu la base grâce à ça. Mais voilà, à l'époque, mon exotique, c'était la coloc, quoi. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens se disaient « Ouais, mais tu vas avoir tous les problèmes possibles et imaginables, machin, les gros stuff, 4 personnes à gérer, etc. » Moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple de gérer une coloc que de gérer 4 appartements, en fait. Et c'est les mêmes loyers que 4 appartements. Et ce que je considère aujourd'hui comme exotique, en fait, il n'y a plus de limite, tu vois. J'ai eu des gens qui font... j'ai eu de la love room, de la jungle room, des studios de podcast dans des caves. Et tout ça, aujourd'hui, ça me semble complètement atteignable. Ça me fait plus du tout peur. Alors que... à l'époque, une coloc, ça me faisait peur, clairement. Aujourd'hui, je me dis, et je cherche toujours des idées un peu farfelues. Tout à l'heure, tu parlais de ton pote qui était coach pour dormir. Ouais. Et je me dis, et genre, direct, ça a connecté dans ma tête en mode, et si on pouvait se faire des petites chambres de sieste ou un truc comme ça, tu vois. J'ai envie, il y a des artisans sur des gros chantiers parisiens qui galèrent à se doucher, en fait. Tu vois, et typiquement, tu as des chambres de 5-6 mètres carrés à Paris qui coûtent rien du tout.
vraiment des placards à balais au 7e étage dans des bâtiments. Mais vraiment, tu peux acheter ça pour 30 000 balles. Et je me dis, en fait, ça se trouve, il y a des douches à foutre là-bas, tu as toujours des chantiers partout. Tu cherches des choses complètement exotiques et je suis sûr que tu arrives à des très très bonnes rentabilités. Moi, si je le fais pas, tu vois, si j'ai pas lancé cette petite douche ou ce petit truc, c'est parce que je suis copropriétaire d'un château. C'est un peu trop petit. Et je me suis dit autant essayer d'aller rassembler plein de stratégies un peu originales sur un même lieu plutôt que d'aller faire des petites choses à 50 000 euros par-ci par-là. Ça fera un projet, je lance, je documente, j'en parle à tout le monde. Et honnêtement, je le fais que pour ça. Le château, c'est pas... si on commence à regarder les chiffres, nous avec Martin, on n'a pas vraiment l'intention de se verser quoi que ce soit avant très très longtemps. C'est plutôt pour rassembler toutes les meilleures stratégies que j'ai eues sur mon podcast. Et là, sur 12 hectares, on est en mesure de mettre en place peut-être le studio de podcast incroyable au coin du feu, peut-être les cabanes ou tiny house dans la forêt, de l'événementiel, un peu tout ce que j'ai eu sur le podcast depuis aujourd'hui, quoi. Dans un instant, on verra ce que le podcast a changé dans nos stratégies d'investissement, quelle a été notre pire erreur et quels sont nos plans pour 2024. À tout de suite. Tu te concentres du coup là-dessus en termes d'investissement, tu te dis que tu vas faire ça pendant au moins les 2 prochaines années, ça va être full là-dessus, c'est ça? Ouais, je me vois pas faire autre chose, et un peu comme on disait sur l'exponentielle, si ça se passe bien et qu'on arrive à faire des bonnes rentas là-dessus, je pense que j'aurais plus intérêt à aller exploiter d'autres châteaux que d'aller me lancer sur d'autres trucs. Je me trompe peut-être complètement. Ouais, parce qu'une fois que tu auras acquis toute cette connaissance et cette expérience, déjà vis-à-vis des banques, ce sera plus facile de lever d'autres projets similaires, tu vois. Donc ça a du sens, quoi. Si je leur vends un studio de podcast l'année prochaine, ils vont me dire vous me cassez les pieds, quoi. T'avais eu un invité là qui avait des villas, il en avait ouvert super vite, des villas de peut-être 30 34, je crois, ouais. Super vite, donc c'est vrai qu'une fois que c'est lancé. Et là, il est en train d'en acheter 25 de plus, voilà. Je crois. Tu vois, il les a fait une par une, mais rapide sur les dernières années. Et là, il est en train d'acheter un lot. Ça va aller très très vite. Et donc c'est Alexandre Martucci de Sovilla, un de mes épisodes préférés de l'année d'ailleurs, si vous voulez aller voir, qui va très très vite, qui a trouvé une super niche, et il se retrouve à être vrai bon propriétaire terrien à la fin, parce qu'il achète des grands terrains quand même en campagne et tout, avec des belles maisons avec piscine. Donc il y a vraiment des chouettes stratégies à développer. Et nous, tu vois, un peu sur le château, on a quand même un gîte qui sera à certains moments, parce que c'est un business plan qui tourne avec une vingtaine de semaines d'exploitation. Le reste du temps, si on arrive à faire un peu cet équivalent-là de plutôt des anniversaires, etc., des choses qui peuvent se booker avec 1 ou 2 mois d'avance. Parce qu'avec les mariages, une fois que tu as passé il n'y a personne qui book son mariage pour 3 mois plus tard, quoi, normalement. Et donc après, tu dois aller trouver des stratégies un peu différentes pour exploiter ton lieu. Ouais. Et toi, c'est vrai que t'aimes bien tout ce qui est entrepreneuriat aussi, et on sent que ce projet-là, il alimente ce désir d'un entrepreneur dans l'immobilier, mais finalement, ça va être de l'événementiel que tu vas faire. Là, la partie immobilier, elle s'arrête un petit peu là avec la levée. Ça n'a plus être trop... Enfin, après, il y a les travaux, etc., mais il y a la partie vraiment exploitation, quoi. Ouais. Clairement. Ouais. Et on a cette même fougue avec Martin, on a envie de faire des bougies, de faire du miel, de faire plein de trucs qui sont possibles. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans les LCD, qui vendent des petits sites comme ça, et mine de rien, mis bout à bout sur des studios, ça fait 4-5 000 euros que tu peux faire en plus sur un studio sur l'année. Et toi, Paco? Moi, ce que j'ai appris en stratégie, c'est que j'étais pas au courant de... C'est surtout par rapport à l'immobilier, toutes les niches qu'il peut y avoir, en fait, toutes les options que tu peux avoir, c'est incroyable. Et là, récemment, notamment, on a parlé de la vente à terme, qui est un super truc quand tu es capé en termes de financement, tu vois, pour aller de l'avant. En fait, c'est très peu connu, c'est très peu pratiqué, c'est pas trop aimé des notaires. Mais en fait, si tu peux vraiment développer ton parc avec ça. Il y a aussi la VIR, tu vois, la vente d'immeubles à rénover, qui permettent de sucrer tout le portage financier, de le faire en fait, de booker toi-même tes ventes, commercialiser sécuriser ta commercialisation, parce que c'est un peu un des projets, un des problèmes aujourd'hui, c'est
quand tu fais des opérations achat-revente, c'est est-ce que je vais revendre le truc ou est-ce que je vais le porter 6 mois, 12 mois, 18 mois avec les prix, les intérêts incroyables de la banque. Donc ça te le sucre parce que tu commercialises déjà avant de pouvoir, avant de prendre ton crédit, quoi, tu vois. Et du coup, c'est sécurisant. Et voilà, donc tu vois, c'est ces petits trucs que je connaissais pas du tout avant, qui me font dire que, je le sentais un peu, mais que l'immobilier, c'est pas un mot en fait. Il y a énormément d'immobilier, énormément de trucs à faire dans ce gros truc qui est l'immobilier, et que tu peux trouver vraiment ta niche dans tout ce que tu veux, et tu peux grossir dans tout ce que tu veux. C'est le truc vraiment frappant que j'ai vu. L'autre truc que j'ai retenu aussi, c'est la partie réseau et humain dans l'IMO, tu vois. Et les gens qui s'en sortent pas mal, vraiment bien dans les invités, c'est des gens, tu vois, qui sont curieux, quoi, qui vont demander, tu vois, limite qui t'harassent, qui te harcèlent un peu, tu vois. Je sais pas si vous avez reçu Amani. Amani, je l'ai reçu sur mon podcast. Et je pense à elle, c'est marrant, là, quand tu... mais elle, c'est, je pense, une des personnes que j'ai rencontrées qui est... C'est pas qu'elle m'a surpris, mais franchement, elle envoie du bois, vraiment. Et parce que là, ce que tu te disais, toutes les stratégies, et là, on est encore que en France. Et après, quand tu commences à... Soit, parce qu'elle a fait beaucoup, elle a mis en place la sous-loc en Tunisie. On enlève les bonnets. Hein. Mais t'écoutes un podcast, t'es tunisien, t'écoutes un podcast sur la sous-loc, tu te dis, attends, je le fais. Là où l'immobilier coûte 3 fois moins cher et où les gens, ils ont le même pouvoir d'achat quand ils viennent en vacances que s'ils allaient n'importe où ailleurs dans le monde. Et t'as un banger de fou, quoi. Donc c'est... À l'IMO à l'étranger, c'est encore un autre délire... qu'on n'a pas trop... moi, j'en ai eu, mais puis j'en ai encore, mais c'est sûr que c'est d'autres stratégies. Puis après, c'est toujours le même problème, c'est lever de la dette, quoi. J'ai eu énormément de mal à trouver des vrais bons experts, tu vois, qui ont vraiment fait les trucs et qui ont fait les trucs bien, pas qui sont passés par des plateformes et un peu full... qui d'ailleurs, où il y a eu pas mal de problèmes sur des ventes... De biens sur des programmes à l'étranger, etc. Et ouais, il y a des trucs de fou, parce que dans certains pays, évidemment, tu ramènes un concept d'un pays à un autre, tu profites d'un autre niveau de vie, etc. Tu peux faire des choses chouettes. On n'a pas encore fait, mais... moi, j'ai eu... Moi, je mets une pièce dans 5 ans, il y a l'un de nous, voire tous les 3, où on y allait. Hein. Ouais, moi j'ai eu parce que j'habite encore à l'étranger, mais pas la peine de venir toquer chez moi. Voilà, mais j'ai profité aussi de marché super haussier, de fiscalité. J'avais revendu un appartement qui n'était pas ma résidence principale et j'avais eu un abattement de... En fait, j'avais acheté 230 000, j'avais revendu sans travaux 370 000 2 ans après. Donc bon, j'avais bien acheté. Hein. De toute façon, on vous apprendra pas, faut bien acheter. Et en fait, avec tous les abattements qui existaient et tout, j'ai payé genre 4 000 € d'impôts sur ça. Pas en France. Voilà. Après, en France, il y a d'autres stratégies. Hein. Et aussi, ce qu'il y a beaucoup en France maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Alors que dans d'autres pays, je sais pas si tu vas en Andorre, admettons, à mon avis, tu vas galérer. Tu peux faire par toi-même, mais tu vas galérer à avoir un peu toutes les niches, tous les trucs. Et puis moi, j'ai eu pas mal d'invités... Argentine, j'ai eu Dubaï, tu peux payer sur 10 ans souvent. Alors bon, après, il faut toujours voir l'offre et la demande. Moi, je n'irai jamais. Faut vraiment analyser concrètement. C'est pas parce que quelqu'un habite dans un pays, c'est pas parce que quelqu'un habite à, je sais pas moi, à Brest que c'est un bon investisseur brestois. Donc dites-vous la même chose si quelqu'un habite en Floride. C'est pas pour ça que c'est un bon investisseur en Floride ou au Canada. Et puis mon associé, il a acheté au Canada. En fait, ce qui est marrant, c'est que au début, tu sais pas quoi faire, t'es un peu perdu et tout. Et tous les deux, on a eu la même stratégie. C'est en mode bourrin. J'appelle en fait tout ce que je peux payer. Enfin, nous, c'était ça, en gros. Tout ce qui me convient et que je peux payer. Tac, tac, tac. Tu cales 20 ou 30 visites en 10 jours. Après, tu connais déjà bien le domaine. Et quand tu trouves une bonne affaire, après, c'est tous les mêmes mécanismes qu'on a pu avoir en France. C'est-à-dire tout de suite envoyer la preuve que tu peux acheter, le dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais quand il y a vraiment des bonnes affaires. Soit on négocie beaucoup, mais parfois, il ne faut pas négocier. Tu dis à l'agent, je vais acheter le bien, je vous envoie l'offre. Dans la voiture, tu as ton laptop, tu envoies direct le dossier de la banque. Si tu as un vieil extrait bancaire avec un compte épargne un peu gros et que tu l'as claqué entre-temps, tu le gardes bien de côté pour l'envoyer. Et après, en fait, tout se déroule un peu... Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Mais il ne faut pas se rater sur certaines spécificités. Notamment, moi, j'ai vendu un bien où j'avais un taux fixe et où les indemnités n'étaient pas plafonnées. Ça m'a coûté
le prix d'une Porsche neuf quand j'ai revendu. Voilà. Après, personne ne savait. En fait, j'avais demandé 10 fois. T'es sur un truc, tu dois l'acheter. Les taux, voilà, c'était par rapport aux différences de taux. C'était il y a longtemps. Les taux ont baissé. Du coup, tu payes plus. C'est comme ça. Hein, on fait tous. Et j'ai quand même gagné beaucoup d'argent. Sinon, je l'aurais pas vendu de toute façon. Mais avec ce bien. Mais voilà, t'as des spécificités. En France, t'es quand même mine de rien très protégé. Tu peux sortir des compromis dans les 10 jours. Quand c'est en nom propre, tu peux sortir les refus bancaires, les choses comme ça. C'est pour ça quand t'entends des gens qui ont peur d'investir en France, tu vois. Ça se comprend, parce que quand t'as jamais fait un truc, t'as toujours peur de qu'est-ce qui peut se passer, mais franchement, c'est super protégé. Et c'est un truc aussi, tu vois, de prendre des risques dans l'immobilier qui sont mesurés. C'est un super apprentissage, moi, que j'ai vu. J'ai reçu un invité qui avait acheté une maison aux enchères. Donc, aux enchères, c'est là où tu peux te planter et il faut aller vite et il faut payer. Et il avait acheté une maison sans fenêtre, quand même. Et d'ailleurs, c'est Alsacien, Michael Arzheim. Je sais pas si oui, mais je l'ai eu sur le podcast. Voilà. Mais ça, il en a pas parlé sur le podcast de la maison sans fenêtre. Au moins, il essaye de se diversifier quand il passe sur différents podcasts. Il avait des dômes, c'était des dômes. Pas de fenêtre, et il a quand même revendu avec une plus-value. Voilà. Mais c'est ouf parce que t'entends le début de l'histoire, tu dis le scénario catastrophe qui va ruiner ta carrière d'investisseur à jamais, tu vois. Et en fait, ils en parlent, ils disent bon voilà, j'ai revendu 10 000 de plus-value. Mais même si t'es 0, tu vois, même si t'es moins 5, moins 10, en fait, tu peux pas, ça va pas te foutre. C'est pas comme genre t'as coulé ta boîte, t'es vu parler tous les créanciers comme le vilain canard, puis personne ne te prêter. Rien, tu vois, dans l'IMO, t'as quand même. Tu peux te planter raisonnablement et aller de l'avant. Voire même, ce que je comprends dans les opérations d'achat-revente, là, de plus en plus j'en fais, c'est qu'en fait, il vaut mieux aller vite. Revendre ton truc quand il y a une hausse des taux, par exemple, qui arrive là. Revendre tes trucs rapidos pour même à perte, petite perte, tu vois, et sortir, aller sur un truc qui va générer du cash, que de dire là, traîner le truc en disant ouais, je vais essayer de l'améliorer. En ce moment, j'entendais un artisan là sur une rénovation qui me dit que la mode, c'est de diviser tout en deux là, parce que tellement les prix sont, enfin les taux sont hauts, il n'y a plus de capacité d'emprunt et tous les trucs qui se vendaient à 500 000, ça se vend plus. Et donc ça se divise en deux, en appart. Donc même des apparts, ils essaient de redéfinir en deux et tout. Et mais t'imagines le coût et puis surtout la charge mentale en fait, ça c'est super important quoi. Et c'est pour ça, on en parlait de la fuck you money, quand on a un peu... En fait, le risque, moi, c'est parce que nous, on accompagne très peu, c'est complètement annexe, mais des débutants. Et en fait, eux, ils pensent... Et d'un côté, ils n'ont pas tort, mais qu'un appartement à 100 000 euros, le risque, il est de 100 000 euros. Mais en fait, ton risque réel, sur la loi normale, là, c'est à 2 écarts types, il est peut-être de 10 ou 15 000 euros. C'est ça, ouais. Donc c'est ça, si tu as déjà 30-40 000 euros de côté... Voilà, c'est pas un risque. On bien sûr, déjà, et puis le gros avantage de l'immobilier, souvent, tu peux, si c'est pour louer, tu peux garder. Donc, soit tu gardes, t'attends que les loyers tombent, tu revendras quand tu voudras. Comme ça peut être le cas là-dessus. Avec la hausse des taux, ça se trouve, on a perdu 300 000 euros de patrimoine depuis le début de l'année. Mais ça nous effraie pas parce qu'en fait, tout se paye tout seul, on dégage un peu d'argent. Les taxes, elles ont augmenté, mais ça permet quand même de tout payer. Voilà, les risques, ils sont quand même limités si tu fais les choses bien. Et pour ça, faut bien acheter. Après, quand tu achètes un château... Non, mais honnêtement, il y a des manières de faire. Mais bien sûr. Ouais, j'ai eu un épisode dont je suis pas peu fier la semaine dernière avec Oussama Ammar. Et je crois que c'est la personne la plus connue genre par le public que j'ai eu, qui me dit moi, je trouve que tout le monde dit que l'immobilier, c'est pas risqué. Moi, je trouve ça hyper risqué. Et donc, on a eu un peu une discussion autour de ça. Et le sujet, c'est que quand tu te lances en tant qu'investisseur comme nous, avec les méthodes qu'on apprend et dont on parle sur les podcasts, à savoir bien négocier, bien acheter, bien machin, évidemment que du coup le risque il est limité à frais de notaire plus une petite baisse conjoncturelle et tu te retrouves à 15%. Je pense qu'en effet, c'est difficile de faire plus de 15% de perte. En revanche, quand tu achètes pour ta résidence principale sur un coup de cœur, moi, j'avais en face de moi Oussama Ammar et Christophe Delaune, qui sont des mégalos, mais au max. Je pense qu'en France, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Savoir que le domaine d'Ablon, c'est 15 millions. Tu rentres sur ce domaine, tu as l'impression d'être dans une autre planète, alors que le truc, il a été construit il y a 5 ans. Et on dirait qu'il est là depuis 500 ans sur le terrain. Il a fait des trucs exceptionnels. Il s'est créé un monde. Là, pour la pièce pour enfants, il est en train de recréer le magasin de magie des Wesley à l'identique. Donc,
Quand tu veux faire un investissement rentable, tu fais pas ça. Bien sûr. Et lui, il est obsédé par les jardins. Donc, il a mis plusieurs dizaines de millions d'euros dans un jardin où il a fait venir des milliers de tonnes d'arbres et de machins et tout, qui s'est fait saisir après parce que son obsession des jardins a pris le pas sur sa boîte qui a fait faillite. Et tu te retrouves sur des délires, en effet, un peu dingo. Donc, quand tu as ces exemples-là, tu as l'impression que l'immobilier, c'est dangereux. Quand tu regardes les infos, quand tu regardes les stars à la télé, qui achètent des Benjamin Castaldi, machin, qui achètent des baraques à 2 millions d'euros, qui les revendent 700 000 euros un an plus tard, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans une démarche d'investissement. Donc je pense qu'il y a peut-être cette différence à faire. On parle bien sûr de ce risque IMO qui est limité si vous écoutez les conseils qu'on donne sur ce podcast. Nos conseils. Voilà. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue récemment en parlant justement de la perception différente qu'ont les gens du risque et des opportunités sur les différentes sphères. IMO, typiquement IMO, bourse, crypto. J'ai reçu récemment un intervenant pour la partie bourse, tu vois, où elle fait du stock picking en bourse. Et pendant l'intervention, elle dit bon, alors la bourse, hein, c'est pas comme l'immobilier, on peut vraiment acheter à des prix cassés, à moins 30, etc. Quoi je fais petite objection. Qu'est-ce qui me semblerait que plutôt que c'était un peu l'inverse, parce que pour moi, justement, c'est réguler la bourse. L'IMO, c'est de gré à gré, c'est là où tu peux vraiment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la perception qu'ont les gens de l'immobilier. Elle disait voilà, par exemple, un appart à Paris. Jamais vous allez le trouver à moins de, tu vois, peut-être 5% de moins que le marché. Donc, je suis tout à fait honnête comme réponse, tu vois, et ça traduit l'idée qu'en fait, il y a des sphères dans les investisseurs. Je sais pas si vous, dans vos communautés, vous voyez ça, mais moi, c'est un peu un truc que je suis en train d'essayer que je trouve intéressant, éventuellement, d'aider à migrer, à avoir des transitions, c'est que l'investisseur bourse, l'investisseur crypto, l'investisseur IMO, ils n'ont pas la même perception de la sphère de l'autre, tu vois. L'investisseur IMO, pour lui, la crypto, c'est du casino pur. Ouais. L'investisseur crypto qui se respecte, hein, je parle pas du mec qui va chiller son coin, son shitcoin, mais il pense que l'immobilier, c'est à la papa, tu vas prendre ton studio pour près de l'université, il n'y a que ça comme modèle. Et tu vois, il y a une méconnaissance, je trouve, des deux types de... Rien qu'en termes de renta, tu vois, la bourse, on dit souvent que ça fait entre 7 et 10% par an historiquement. Et alors, et quelqu'un, il va dire, bah tu vois, du coup, il y a ça. Alors, l'IMO, tu vas acheter à 10%, mais donc, tu vois, ça se vaut. Et puis, en plus, tu as tous les problèmes. Sauf que l'IMO, c'est 10% du total. Et donc, quand toi, tu avais des emprunts, même maintenant, quand on a des emprunts à 4%, ou avant à 1%, en fait, toi, souvent, tu mets... moi, très souvent, j'ai mis 10% du projet en apport. Donc, tu as quasiment un retour de 100%. Et après, c'est pas pour ça qu'il faut pas... moi, j'ai aussi pas mal d'argent en bourse, mais surtout que j'ai gagné grâce aux ventes d'appartements, puis après, mon épargne un peu systématique. Mais il faut pas... Voilà, il faut bien se mettre dans le prisme de chacun et pas, surtout, moi, je pense qu'un gros problème que beaucoup de gens ont, c'est après, c'est les réseaux et tout, mais ils ont du mal à voir d'où vient leur argent. Par exemple, là, tu parlais d'Oussama. S'il a un domaine à 15 millions, c'est pas parce que c'est un bon investisseur immobilier. Et si quelqu'un a 500 000 euros en bourse, c'est peut-être juste qu'il a vendu sa société d'échafaudage et que ça a été un très bon entrepreneur d'échafaudage, mais c'est pas pour le coup un bon investisseur boursier. Et idem la crypto, si tu as été là au bon moment, peut-être que tu as... Enfin, la crypto, ça fait même... Bon, ça fait quoi depuis 10 ans, mais... en fonction de quand tu as été là, c'est pas pour ça que tu es bon et que c'est reproductible. Et c'est vrai que ça, c'est sûr, tu peux faire... Moi, je me rappelle, à un moment en crypto, je gagnais 1 000 euros par jour. Parfois, mais tu perds toutes les notions de tout, en fait. Alors que ça se trouve, ton IMO, à un moment, il a aussi pris. Moi, j'ai vendu un appartement. Tout le temps où je l'ai gardé, il m'a rapporté à lycée 5 000 euros par mois. Mais ça n'a rien à voir entre... Là, tu as ton appli, tu as 1 000 euros par jour qui montent. Et l'appartement que tu revends, c'est des gros chiffres. Bon, tu es content, mais ça, tu perds pas la boule. Alors que la crypto, tu peux vraiment devenir dingue. Ouais, non, mais c'est marrant parce que Oussama, il avait dit d'ailleurs, je crois, dans le podcast de Delphine Richissime, qu'il parlait de son ami ou de sa femme ou de sa compagne qui investissait en IMO et qui supervisait les travaux des artisans. Il disait, mais je comprends pas mais
c'est chiant à mourir ce truc, c'est impossible, tu vois, pour lui c'était le truc vraiment impossible, genre inimaginable quoi. Donc ouais, à la limite c'est bien, je trouve qu'il y ait des mondes un peu différents parce que ça fait des gens qui peuvent acheter ton immobilier c'est ça aussi. À des rendements fixes, tu vois, chacun il en faut pour tout le monde quoi. Si tout le monde voulait faire du cash flow de vénère ou machin, voilà. Donc c'est bien, mais c'est vrai que c'est des environnements un peu différents de. Et on parlait d'investissement, justement, quels sont vos meilleurs investissements et vos pires investissements ? Bon, moi, je peux démarrer, c'est assez simple. Le pire investissement, c'est celui que, du coup, j'ai jamais pu faire. C'était une... Peut-être que je suis allé un peu vite. Non, on veut des pertes, on veut des pertes sèches, nous. On veut de la perte sèche. Il s'avère que il y a eu une perte sèche de 11 mois de travail. Voilà. J'ai réussi à sortir sans trop de fracas au niveau du portefeuille. Mais c'est une histoire que j'ai déjà racontée sur mon podcast. Mais globalement, 2 terrains que j'achète à Noisy-le-Sec qui sont affichés 600 000 €, donc 300 000 chacun. J'arrive à négocier 500 000 les deux. Ça, c'est 10 mois. C'est exactement 10 mois avant le Covid. Voire un petit peu moins. Et ouais, j'avais fait ma première coloc, ça avait bien marché. J'avais réussi à prouver à tout le monde que j'étais pas complètement fou à faire ce truc-là. Puis maintenant, si ça marche pour 4 chambres, pourquoi je le ferais pas pour 24 chambres ? Et donc, du coup, on part sur ce terrain pour construire avec mon père. Donc, on crée la SCI, on y va, on trouve la banque qui va bien. Alignement des étoiles de folie, vraiment le directeur de la banque, sa femme était du même village de 200 habitants que mon père au Portugal. Donc, tu te dis, ok, là, on est... Bon, donc on a tous les accords à l'oral, etc. Nous, on monte les plans. Moi, j'apprends ce que c'est un PLU. J'apprends ce que c'est la construction aussi, parce que j'avais fait que de la rénovation. C'était bien différent. J'ai la chance d'être hyper rassuré sur cette partie-là, parce que mon père, il a déjà construit tout seul avec ses petites mains. C'est vraiment... On était parti là-dessus. Et quand je lui demandais... Bon, on en fait 12 ou 24 des salles de bain. Il me dit, vas-y, on en fait 24, de toute façon, ça coûte quoi une salle de bain ? 500 €, il me disait. Voilà, on en était là. D'accord, ouais, je vois. En batterie, quoi. Okay. C'est ça. Et de toute façon, une fois que les trucs ils sont là, moi je les installe, donc c'est 500 €. On le fait ou pas ? Oui, bah vas-y, 24 salles de bain. Tarif, vas-y. Quoi. Et vraiment, on avait beaucoup bossé sur le sujet. Et là, le Covid arrive. On n'avait pas encore l'offre signée de la banque. On perd l'offre, du coup on perd le financement globalement. Le mec il répond plus, il change d'agence. Donc je me retrouve avec le nouveau directeur d'agence qui est très gentil mais qui tombe en dépression. Donc là tu sais que ça commence à sentir mauvais. Plus t'as dépassé les délais du compromis, bien entendu. 3 décalages des clauses suspensives. Bien. Et le vendeur qui en peut plus, qui était resté 10 mois avec un précédent acheteur. Ah ouais. Donc là, ça fait presque 2 ans qu'il est là, le mec, le pauvre. Et, je m'en excuse s'il écoute un jour ce podcast. Je promets d'avoir tout fait pour avoir ce financement. Et à la fin, je lui dis, écoute, ça marche pas. Plutôt que de me retirer, parce que je suis un peu joueur. Je crois que c'était surtout pour voir, tu vois. J'ai payé pour... J'ai dit genre, franchement, allez, si tu me le faisais à 290... peut-être que je trouverai un financement, mais là, c'est pas possible. Il me dit OK pour 290. Versus 1,2 million au départ, quoi. Versus 600 000 au début. C'était 600 pour les deux. De 600 à 290 pour 600 mètres carrés à Noisy-le-Sec, constructible sur 4 niveaux si on voulait. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaut 1,2 million, juste le Fallait terrain. nous appeler, là. Là, tu as raté une opportunité. Il n'y avait pas de podcast encore. Ouais. C'était juste avant le podcast. Juste avant le démarrage du podcast. Et c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, il m'arrive un truc comme ça. Je ressors avec un cash de 200 ou 300 000 juste en vendant le projet et les plans. Voilà. Et à l'époque, j'essaye. Tu fais une annonce sur le podcast, tu dis voilà, j'ai un terrain à vendre. Mais bien sûr. Et du coup, je finis ce truc-là. Du coup, je relance un truc bancaire. Je réalise qu'en fait, ça va prendre 6 mois parce que j'ai changé un montant sur le business plan. C'est bon, ils en peuvent plus. Alors que je diminue en plus les charges grandement. Et j'essaye de revendre le projet. Les parents de potes qui ont un peu d'argent, etc. J'en parle et tout. Ça a failli se faire. On fait une clause la clause que je mettais pas à l'époque. De substitution. Clause de substitution qu'il faut forcément mettre sur votre sur votre compromis à chaque fois parce que c'était collé de chez collé, quoi. Ça coûte rien. Ouais. Et voilà, au final, on n'a pas réussi à refiler ce projet qui était un beau projet. Donc ouais, ça a duré 11 mois.
quand j'y repense, il y a toujours des apprentissages à tirer de ces choses-là. Non, c'est super comme apprentissage. De toute façon, il faut se planter vite et tôt. C'était un petit MBA, quoi. C'était un petit MBA tu vois, ça me fait plus peur de lire un PLU, d'appeler des maires qui comprennent pas ce que c'est un co-living, qui sont là, je comprends pas votre truc, mais moi je veux pas 24 voitures en plus dans ma rue. Je dis mais non, il y a pas 24 voitures qui vont arriver dans votre rue, parce que évidemment dans les PLU il y a rien qui est prévu pour ce genre de truc, donc on a vu cette forme d'accord. Donc voilà, ça c'est le pire. Et tu veux faire ton pire? Pire, il y a le meilleur au début. Le meilleur, je vous ai déjà dit, là, mon appart sans travaux. J'avoue, ça, aussi, à la base, je voulais pas de studio. Et en fait, j'en avais visité un, c'était complètement par hasard. Moi, je prends pas mal l'avion, mais je suis encore un peu stressé de l'avion. Et à l'époque, je l'étais encore beaucoup plus. Donc, souvent, j'allais boire des coups avant de prendre l'avion. Et là, l'agent m'appelle. Et je lui dis... En fait, j'ai fait une négo à moins 40%. Mais en fait, avec tu sais, pas l'alcool mauvais, juste le bon, voilà, la petite pinte à 17h quand t'as pas mangé. Et donc, c'est un appart qui m'a coûté en tout 35 000 euros, qui me fait, maintenant il est en LCD, il me fait entre 1000 et 1200 de chiffre d'affaires hors ménage par mois. Donc, ça fait une bonne petite renta. Ça me fait, en fait, il me fait toujours rire parce que j'ai mis quand même 9 mois à avoir le financement parce que vu que j'habitais à l'étranger, ça a été compliqué. Donc ça, c'est un bon invest. T'as un crédit de... Très bon invest aussi. Micro Blue Yeti, 150 euros. C'est avec ça que j'ai lancé le podcast que je peux que vous recommander. Mauvais. Bon, j'avais dit le taux fixe, là, ça m'a coûté en tout, je crois que c'était dans les 76 000 euros de casser le crédit. Bon, il y avait une bonne plus-value. Et après, je pense moi, j'aime bien en parler parce que c'est hyper important et ça m'intéresse beaucoup. C'est les relations entre les hommes et les femmes. Et j'ai eu voilà, c'est la vie. Je me suis séparé. Et heureusement, j'avais déjà bien quand même séparé mon patrimoine. J'avais acheté beaucoup de choses en perso. Je n'étais pas marié et tout ça, mais j'avais quelques biens avec ma compagne de l'époque. Et ça m'a coûté... En fait, je voulais pas griller mon banquier principal, qui avait toute la délégation, qui me faisait passer tous mes projets en société. Donc, je suis passé par une autre banque. Ça m'a pris presque 1 an. Et quand tu te sépares pour 2 petits appartements de même pas 100 000 euros chacun, et en fait, on venait de les acheter. Donc, moi, je voulais pas les vendre parce qu'on venait de payer le notaire. Et ils tournaient, ils étaient loués et tout. Et ça m'a pris, je pense, au moins 200 appels à la banquière, plus autant d'emails. Parce qu'en fait, il n'y a pas de compromis dans ce cas-là. Il n'y a pas de compromis. Pour racheter les parts, c'est ça, hein. Ouais, pour racheter les parts, plus transfert d'emprunt et tout. Mais c'était même pas 200 000 euros en tout. Avec la même énergie, j'aurais pu acheter 10 appartements. Plus, voilà, quand tu te sépares, même si c'est entre 2 personnes intelligentes, t'as pas envie que ça dure aussi longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de souligner. Prenez soin de vos conjoints et prévoyez toujours un peu une solution de sortie. Si vous pouvez même le faire par écrit. Pour moi, le meilleur plan, mais bon, ça dépend des sensibilités de chacun, ça aurait été de le garder, le truc qui tournait tout seul, ça se payait largement tout seul. Après, voilà, parfois les hommes et les femmes, on a un peu des réactions qui sont différentes. Et ça a été vraiment en termes de temps, de stress, pour un gain très faible au final, hein, de 2 appartements avec des faibles valeurs. Ça m'a bien pourri une année entière. Ouais. Plus tout le reste, bien sûr, voilà, déménagement, tout ça. Je vous passe les détails. Donc, prenez soin de vos conjoints, prenez soin de vos femmes et les femmes de vos hommes. Sur une meilleure note, du coup, mon meilleur invest, moi je crois que c'est le premier en fait. Je dis pas que c'est celui où j'ai gagné le plus d'argent, etc. Mais il est libérateur. Tu disais, si tu fais juste j'étais pas trop d'accord avec ce que tu disais au tout début, où genre, si tu fais juste un bien et tout, ça change pas ta vie, il faut y aller. Moi, ça a clairement changé ma vie, ce truc-là. Genre, j'ai fait cette coloc, 168 000 euros, plus les travaux. Enfin, c'est un projet à 200 000 balles, où je rentre 2400 euros de loyer. Toi, t'as vraiment changé de vie en plus, du coup, t'as quitté... et moi, à ce moment-là, je venais de quitter mon job, de me faire virer selon les sensibilités aussi. et il fallait du coup que je fasse vite ce crédit. Donc pareil, c'est de se mettre cette deadline, tu vois, vu que j'avais plus de job, j'ai signé en juillet,
16 juillet et j'ai quitté mon job début mars, tu vois. Donc, autant te dire que la banque, je leur explique avec les RH, c'était un petit peu long pour donner les fiches de paye. Donc, c'était hyper short. Et ça, avec un différé. Moi, j'avais vu les bonnes vidéos YouTube sur le différé. Non, j'ai même pas eu ça, figure-toi. C'est que c'est la banque qui me l'a proposé. Je n'ai pas demandé de différé. Et le Crédit Agricole, je la remercierai jamais assez, cette banquière. Elle m'a dit, vous voulez du différé? Je lui ai dit, ah oui, j'en ai entendu parler, vous pouvez me faire combien? Elle dit, on peut vous faire 3 ans. Et donc j'ai pris 3 ans de différé. Après, en plus, je leur ai jamais envoyé de mail. Ils m'ont continué 6 mois de plus. Donc j'ai eu presque 3 ans et demi de différé où je payais 200 balles de crédit et je rentrais 2400 €. Et je sortais d'études, quoi. Ouais. Voilà, t'es bien. Et là, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mes potes qui bossaient, ils gagnaient la même chose que moi. Et moi c'est ça. Et même moi, je savais pas ce qui se passait, tu vois. En plus, j'ai mis des locataires qui étaient hyper sympas, qui ont hyper bien géré le truc. Quand il y avait des trucs à bricoler, ils le faisaient eux-mêmes. J'étais là, mais ok, genre, c'est quoi le glitch? C'est quoi le glitch? Et c'est pour ça que je me lance sur un 24 chambres à ce moment-là. Oui, tu vas grandir. Ouais, c'est clair. Et toi, Paco? Le meilleur, c'était peut-être un arbitrage d'un appart que j'avais acheté en 2017 que j'ai exploité sans problème sur Saint-Denis-Playel, tu vois, à côté d'un métro qui allait sortir. 50 000 € de plus-value sur tu vois, un achat à 230 et qui se passe bien, voilà, tranquillou. C'est pas un truc énorme, mais franchement, et puis le gain derrière, c'est vraiment cool. Le prochain aussi qui s'annonce en achat-revente, ça va être une bonne affaire, je crois. 20% là, de marge sur un truc acheté 85 000, bien en dessous du prix du marché. Mais c'est pas fini, donc je préfère pas dire que c'est une bonne affaire encore. Okay. Mais ça. D'ailleurs, on a un appartement à vendre. D'ailleurs, voilà, on a parté. Puis investissement en crypto, où j'ai gagné, perdu 500 000 €. Gagné et perdu. Ah ouais, 500 000, ouais. 500 000, ça pique quand même. Ça pique. Toi, t'as perdu? Non, j'ai gagné et puis gagné perdu. Puis perdu. Oui. 500 000. Ouais, tu vois, je pouvais racheter ton château dans la Sarthe. Là. Ah ouais. Et en fait, c'est. Je savais pas que c'était autant. Je savais que t'avais fait. Ouais, et c'est aussi un bon apprentissage. Bon, le bull run classique, le truc énorme, la volatilité extraordinaire. Et puis un hack aussi sur une partie de ce capital que j'avais constitué. Mais tu vois, j'en sors avec sur le coup, tu vois, tu fais pas le malin. Tu mets du temps à t'en remettre. Tu mets du temps, mais en fait, maintenant, c'est complètement fini et ça te donne vraiment une autre perspective aussi de tes biais cognitifs. Ouais, mais on en a tous. Et de ce qui se passe quand t'es vraiment dans le haut du bull run. Mais c'est ça, moi, je me rappelle ma mère, parce que je lui racontais un peu là quand je gagnais 1 000 € par jour, elle me disait, mais sors un peu d'argent. Et moi, dans ma tête, c'était vraiment, mais tu comprends pas ce qui se passe, tu peux pas comprendre. Mais en fait, c'est le bon sens, pas paysan, mais le bon sens des souvent les gens ils manquent de bon sens, c'est quand t'es à 500 000. Et j'ai un bon ami, c'est pareil, il s'est fait hacker 1 million € de crypto et tu te dis enfin voilà, je me souviens d'abord c'était on a 30 000, 50 000, 100 000 et là tu non, et après tu tu dis pourquoi pas le million, quoi. Voilà, moi je me souviens, j'étais arrivé en fait à 700, je crois que j'étais arrivé à 700, mais tu sais après tu te dis, enfin il y a la fiscalité, donc en net c'est jamais ça. Et en fait, ton cerveau, il vrille, quoi. Il dit, mais attends, le truc, il est monté de 500 à 700, peut-être en 2 jours. Mais le million, il est là, tu vois. En fait, c'est vraiment complètement irréel. Un million, t'aurais vendu 1 million? Ouais, je pense que c'est vraiment tout con, mais je pense que je sais pas, d'ailleurs. Voilà, moi, je pense que oui, parce qu'il y a quand même un truc qui se passe dans ta tête. Peut-être. Quand t'arrives au million, tu dis, là, il y a 1 million, quoi. C'est juste psychologique. Ouais. Mais ce qui est complètement ridicule, quoi. Je prends mon million et je me casse. Mais déjà, quand t'as 50 ou 100 000, moi, ma vie, elle avait clairement changé quand j'ai revendu les premiers biens. Où là, je lui ai un invité il y a pas longtemps, pareil, il avait pris un bon ticket en crypto. C'est là où ta vie, elle change. Parce que même si t'as des bons salaires à 5, 6, 7 000 € par mois, après fiscalité, après, t'es entouré de personnes qui ont souvent les mêmes revenus. Donc au final, tu as économisé quoi? Peut-être 2 000 € par mois, et c'est hyper long d'avoir cette somme. Alors que via la crypto ou les reventes, c'est là où tu as vraiment la grosse bouffée d'oxygène et où tu peux commencer un peu à prendre les meilleures opportunités, parce que tu es prêt à, s'il faut, tu peux acheter sans clause suspensive, s'il faut, tu peux mettre plus d'apport, parce que comme ton terrain, si tu avais eu 100 000 € à mettre, peut-être que le financement y passait. C'est le capital, quoi, qui crée l'opportunité de ouf. Et c'est ça. Et je les avais déjà mis, les 100 000. Mais ça ne suffisait pas. Ouais.
Qu'est-ce que votre communauté ignore de vous, un truc que vous êtes prêt à partager, que personne ne sait, quoi. Bon, pas évidemment les trucs qu'on n'a pas envie de savoir. Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Le premier, il y en a quand même qui le savent et je m'expose pas dessus, c'est que ma compagne, je l'ai rencontrée grâce au podcast. Donc voilà, on la salue, on l'embrasse. Et c'est super utile d'avoir quelqu'un qui comprend qu'il faut aller s'occuper d'un chantier un dimanche et tout ça. Donc, ou d'un podcast. Donc voilà, lancer un podcast, vous aurez une vie épanouie. Vous aurez des amis, Encore un nouveau concept de podcast à lancer pour Mythique, où tu fais rencontrer des gens sur des réunions. Sur des réunions de chantier, tout ça. Oui, ça c'est autre chose. Donc ça, c'est bon, après, on en parle. Enfin, ça sert à rien de s'exposer non plus trop, mais c'est quand même un gros plus dans ma vie. Et l'autre anecdote, je pense que là, quasiment personne ne le sait, c'est qu'à un moment, mon associé et moi, je sais pas combien on avait d'appartements, peut-être au moins 20 lots, 25 peut-être. Aucun de nous deux, donc c'était pendant justement ma première séparation, aucun de nous deux n'avait de logement parce que tous les deux on avait des vies sentimentales très compliquées et donc on était chez les notaires avec l'adresse de nos parents alors qu'on avait déjà été au moins 6-7 fois cette année chez la même notaire. Et on était tous les deux, moi j'allais de Airbnb en Airbnb, je voyageais, je télétravaillais et tout ça, et j'avais pas de logement et j'étais en train d'acheter peut-être le 6e logement de l'année et mon associé pareil, donc c'était vraiment les deux idiots avec en plus tous les logements loués, donc on pouvait même pas habiter dans un de ceux qu'on avait et voilà, avec sans adresse fixe. Depuis on s'est de nouveau endetté et on a des logements. Vas-y Paco, je te laisse, je suis encore en train de réfléchir. D'accord, attends, je vais te faire. O dia que o birimbau chorou, é o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Bimba, mestre da Bahia, morreu. Ça, c'était le chant de capoeira que je chante souvent. Pas celui d'ailleurs, mais plusieurs en fait. Dans la douche, quand je suis stressé. Et le truc, c'est, en fait, j'ai fait de la capo pendant 15 ans. Au Brésil. Et je suis allé au Brésil souvent, ouais. Et du coup, je chante, quand je suis un peu stressé, je chante un peu ça me délivre, tu vois. Mais d'où le Brésil, d'où le truc, quand on parlait d'Edith tout à l'heure et tout ça. Você fala português muito bem. Sim, eu falo sim, cara. Et voilà, donc je le dis pas souvent, mais c'est un truc que j'aimerais bien remettre d'ailleurs, parce que depuis avec les enfants, j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Mais c'est du chant ou de la capoeira? Non, de la capoeira, mais ça vient ensemble, tu vois, ça vient ensemble un petit peu de ce truc-là, donc... Allez, balance. Allez, ça m'a donné une idée, tu vois. Vas-y. Moi, j'ai beaucoup chanté quand j'étais petit aussi. Ça envoie les deux aussi. Ça envoie du dos, celui-ci, il est jamais sorti. J'avais d'autres idées, mais j'ai tellement parlé sur mon podcast que j'ai déjà tout balancé. Tu l'as bien visé, ouais. Ah putain, je viens de voir qu'il y avait des petites lumières. Oui, il y a des LED. Et j'ai pas fait semblant. Hein. Magnifique. La Rolex brille pas autant. Hein. Je remets le bonnet pour me confier. Regardez ça. Sur ce moment de ma vie. Attention, les stromboscopes. Écoute, ouais, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petit, mais genre c'était 3-4 heures de guitare par semaine, plus le solfège, plus du chant en chorale. Et il s'avère qu'avant de muer, j'étais hyper bon. Tu vois, genre je me suis retrouvé soliste en face de salles de 400-500 personnes à chanter en russe. Et un jour, j'ai mué. Et ma voix, elle est devenue tout pourrie. Et je me suis complètement arrêté de chanter à ce moment-là. Donc voilà, un peu la petite anecdote. Il y en a une autre que j'ai peut-être racontée une fois sur le podcast, c'est la manière dont j'ai gagné mes premiers euros quand j'avais genre 12 ans peut-être, ou 12-13 ans. Ma mère, elle m'avait pris un forfait bloqué Universal Mobile et j'avais genre 24 euros par mois. Et il était cumulable à l'infini, chose qui était assez peu courant, parce que la plupart, tu pouvais mettre ton forfait sur le mois d'après, mais ça s'arrêtait là. Et moi, qui détestais un peu le téléphone, elle m'en avait juste donné un pour, au cas où je loupe le bus ou machin. Je me retrouve au bout d'un an avec 150 balles de crédit, tu vois, tu pouvais voir ton crédit. Et je me dis, merde. C'est comme 10 000 aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais 150 balles à 12 ans, c'était énorme, tu vois. Et je me dis, comment on peut récupérer cet argent, tu vois. Je lui demande à ma mère, elle me dit, bah non, tu peux pas, c'est comme ça, machin et tout. Plus je voyais qu'il y avait des forfaits qui sortaient, qui étaient un peu mieux et tout, donc on allait arrêter ce forfait.
Et je dis, mais comment je peux faire pour utiliser cet argent? En plus, c'était un forfait bloqué, hein, t'as pas de fees en plus pour les parents, machin. Je commence par appeler un numéro sur attention à la marche, je me souviens. Il y avait, tu sais, les jeux concours, machin. Gagner une télé. Je me fais prendre 5 balles en 2 minutes. Il se passe rien dans ma vie. Je suis là, ok, ça c'est une énorme arnaque. Et là, je commence à fouiner sur des forums. Et je trouve une solution. Donc, il y a un gars qui a un forum sur comment arnaquer les gens avec des numéros surtaxés. Et je me dis, bah en fait, c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai créé un numéro surtaxé. Et je me suis appelé moi-même. Et donc t'avais plusieurs formules, genre t'avais des trucs où ils pouvaient te prendre genre 10 balles par minute, sauf que là la plateforme elle prenait 50% de commission, et t'avais d'autres trucs où ils te prenaient 2 balles de l'heure ou machin, mais là ils prenaient que 10% de commission. Et du coup j'ai pris le forfait où ils prenaient le moins de com toute la nuit. Et je laissais le téléphone tourner toute la nuit, et j'ai récupéré tout mon argent comme ça en bon Amazon sur mon ordi. Et après je le faisais avec des fees auprès de mes potes. Et j'ai dû récupérer mes 300-400 premiers euros avec cette petite magouille de numéros surtaxés. Ton démarrage d'entrepreneur. On peut peut-être dire ça. On l'a tous eu. Moi, j'achetais et je revendais des vélos. J'étais étudiant à Strasbourg, ville très écolo maintenant, et ça l'a toujours été. Donc j'achetais dans des villes un peu sinistrées des vélos, 5 €, je les revendais 80, 90, je les lavais, on avait le temps, je prenais les photos quand il faisait beau. Et toi, Paco, tes premiers revenus? Les premiers revenus, c'est sur des achats-reventes aussi, des fanions de basket. Ok. À l'époque, c'était la mode, tu sais, si tu te souviens, ça venait des États-Unis, ils ont tout ça, tu sais, aux US. Ça. Et donc j'achetais et je revendais des fanions. Tu les achetais où? Je les achetais, c'était chez Decathlon, je crois, à l'époque. Okay. Sauf que jusqu'au jour, en fait, je faisais une marge, en fait, tout simplement. TVA sur marge. Sauf jusqu'au jour où j'avais oublié d'enlever l'étiquette du prix. Zut. Le client fait, attends, tu me dis 50, mais il y a écrit 30 là. Ouais, c'est que, bon, donc c'était mort. Ouais, ça a démarré aussi très jeune, ouais. Et pour terminer, on peut ouvrir sur les perspectives 2024. Qu'est-ce qui vous anime? Où est-ce que vous voulez aller en termes d'invest, en termes d'entrepreneuriat, dev perso? Écoute, moi je suis inspiré par plein de trucs en ce moment, et comme tu disais, la découverte du monde du média, ça me fascine aussi. Il y a un livre que j'ai lu de Naval Ravikant, que vous connaissez peut-être, l'almanach de Naval Ravikant. Je suis trop content de tomber sur 2 personnes qui ne le connaissent pas. C'est hyper... ça a été assez transformateur pour moi. Et globalement, il y a un moment du livre où il parle des leviers. Et il dit en gros, voilà, il y a 4 leviers qui sont possibles et il faut appuyer dessus à max. À vous de voir lequel vous convient le mieux. Il y a le premier levier qui est le levier de l'humain. Tu vas pouvoir embaucher. Et du coup, ces personnes vont travailler pour toi. Le problème, c'est que tu es quand même dépendant de leur travail, du fait qu'ils viennent le matin, etc. Donc, pas le meilleur levier. Il y a un deuxième levier qui est le levier de l'argent, et ce levier de l'argent il est aussi limité à ce que la banque elle est prête à te donner ou à te prêter, ou ce que tes parents ou les gens autour de toi sont prêts à te donner, etc. Donc il y a quand même une vraie limite. Troisième levier qui était le code. Si tu sais coder, créer du software, etc., tu vas pouvoir véritablement aller scaler et appuyer sur un très fort levier. Et moi je m'étais toujours arrêté à là. Je pensais que, tu vois, dans ma vie, je lancerais une boîte tech. C'était vraiment ce que je pensais, parce que j'avais identifié que c'était un levier qui était important. Et lui, il parle de ce 4e levier, qui pour lui est le plus puissant, qui est le levier du média. Il explique que voilà, une fois que tu as développé ta communauté, quelque chose d'authentique, une vraie relation, etc., tout au long de ta vie, tu vas pouvoir leur proposer des choses, leur vendre des choses, que si tu continues à être régulier, tu vas faire grandir cette boule de neige. Et je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé mon levier favori de très très loin. et du coup, voilà, moi, des personnes comme, je sais pas, la famille Kretz qui est sur Netflix, un Hugo Décrypte qui fait des trucs exceptionnels, etc. J'aimerais trop pouvoir développer vraiment un média quali. Alors, je sais pas si c'est pour 2024 ou pour plus tard. Est-ce que ça serait lié avec le château ou pas, tu vois? On a été contacté par M6 quand même, tu vois, pour le moment il n'y a rien qui est fait et tout, mais pour faire une de leurs émissions sur des châteaux, rénovation de châteaux, etc. Là on a quand même un outil qui nous permettrait de faire des trucs un peu fous.
Donc voilà, moi, pour 2024, j'aimerais bien. Ça fait un bail, tu penses, ou tu créerais un truc à part, quoi? Je pense que ça serait plutôt à part. Ça fait un bail, c'est vraiment niché. Vous êtes là pour apprendre des trucs sur de l'immobilier. Et en plus, vous aimez les chiffres, vous aimez la fisca. Je le vois à chaque fois que je fais des petits épisodes où on rentre dans ces sujets-là. Je sais que c'est pas grand public, quoi. Donc ça serait dommage, je pense, que ça fait un bail devienne hyper grand public et que j'arrête de parler de ces trucs-là. Non, j'ai envie de continuer ça. Et à côté, peut-être développer un truc plus grand public. Est-ce que c'est sur YouTube, peut-être voilà. Et je dis pas que c'est fait, ça va se faire, tu vois. Moi, je kifferais être un genre de... Je m'étais dit, par exemple, dans les idées, farfelues, mais un cauchemar en cuisine, mais version Airbnb, tu vois. Tu trouves des Airbnb claqués, genre à 50 balles la nuit, etc. Et pour un budget le plus minimum possible, tu passes de... Tu doubles la rentabilité de ce truc-là. Ouais, c'est intéressant. La personne, elle a tout intérêt à le faire avec toi. Elle finance une partie des travaux. Tu fais un beau petit média sur un truc comme ça. Ça c'est un truc qui me ferait trop kiffer, par exemple. Voilà. T'as des vidéos où on visite le pire hôtel de France ou des trucs comme ça. Donc, effectivement, tu pourrais passer encore le next step et refaire... C'est ça. Mais ça demande un petit peu de temps, je crois. Yes. Tu devrais... Ouais, franchement, tu devrais suivre les comptes, tu vois, je sais pas si tu connais. Alors, Sonia Zarbatani, Tony Jazz, Caroline Millot. Ouais. Caroline aussi. Tu vois, tout ce qui est marketing de soi, image de soi, en fait. Pour moi, ces trois personnes, c'est des exemples, tu vois, de comment construire une image, que ce soit sur Insta ou LinkedIn, et une communauté qui est derrière, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est super puissant. Et c'est marrant parce que c'est un truc qui est constamment... Je crois que toute cette année, c'était dans ma tête aussi, de cette idée de lier le média avec la communauté, de créer quelque chose, en fait, au-delà de juste de la relation bilatérale qui est je te donne du contenu, tu écoutes du contenu, tu vois. Mais créer quelque chose autour de ça. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant ton initiative aussi, Thibaut, sur tu sais, la boîte à outils, l'abonnement, le machin, parce que c'est un truc constamment, tu vois... Ça pourrait être un modèle aussi que je me dis qui pourrait donner de la valeur, tu vois, dans tous les sens, pas juste pour tout le monde, en fait, si tu veux. Et c'est vrai que ça, c'est un axe aussi que je pense qu'il va pas mal m'animer en 2024, quoi. Même si j'ai d'autres objectifs plus terre à terre qui sont... Déjà revendre le projet en cours. Et voilà, j'en ai deux, en fait. J'ai deux projets actuellement en cours à revendre. Et faire du marchand. Moi, j'aimerais bien dégager 100 000 de marge en marchand, parce que là, je suis dessus depuis une année. J'ai pas pu aller aussi loin dans cette activité à cause, entre guillemets, du podcast. Ouais, mais plus la hausse des taux. C'est plus le temps que j'ai pas pu y mettre, en fait. Et mon but, peut-être, ça sera sur 2024 ou autre, mais c'est pareil, tu vois, entre l'activité podcast et l'activité, la IMO, en l'occurrence, c'est achat-revente de marchands. Je pense aussi qu'il y a des ponts qui peuvent se créer, il y a de la synergie qui peut arriver. Ouais. Et je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai besoin, peut-être moi, aussi de maîtriser complètement les OP sur le terrain en marchand pour pouvoir être à l'aise après, pour inclure d'autres personnes, mais il y a énormément de ressources, que ce soit... il y a plein d'investisseurs qui seraient intéressés pour participer sur des deals. On a déjà des gens qui cherchent qui cherchent à avoir nos avis sur des deals. Tu sais, on anime des ateliers avec Léo, qui est un marchand chevronné, et on sait qu'il y a une dynamique qui se crée là-dessus. Et franchement, pour le moment, on cueille pas ça, on n'en profite pas, et c'est quand même dommage, quoi. Donc, yes. C'est vrai que moi, maintenant, en plus, toi, tu as montré la voie, mais même forcément, on y pense qu'on a une communauté de faire des projets ensemble, c'est un bon truc. Après, c'est toujours dur de voir la répartition, qui fait quoi. Ouais. Parce que nous, on a... moi, j'ai à la fois pas de temps et je suis très endetté. Ouais. Alors, après, j'ai la communauté, j'ai des revenus qui sont quand même confortables, on va dire. Mais c'est un... Je pense que c'est un point... on voit bien, mine de rien, je pense que tu en retires beaucoup, et pas que financièrement, de tout ton projet. Donc ça, c'est une idée. Moi, j'ai le podcast privé, la boîte à outils des investisseurs. On est vraiment, on a vraiment fait un truc bien. En plus, je le fais avec mon associé qui est parti au Canada, donc ça nous fait un projet commun. Et je pense que ça, c'est aussi, si j'avais plus de temps, peut-être j'aurais un second podcast avec lui, parce que quand on devient adulte, mine de rien,
souvent en mangeant, enfin, les amis, en gros, soit tu manges ensemble, soit tu vas au bar ensemble, soit tu fais du sport ensemble. Et c'est un peu ce qu'on peut perdre. Donc, nous, ça perdure comme ça. Et vraiment avoir... parce que les podcasts, il y a de la technique et du mindset, mais vraiment avoir... comme là, on a déjà, je sais pas, une vingtaine d'épisodes vraiment très focus, lire un PLU, toucher les subventions de l'ANA, d'action logement, refaire des immeubles et tout ça. Donc ça, je pense qu'on va pousser. Je pense que ça va être ma dernière année où je vais beaucoup voyager. Là, j'étais dans 12 pays encore cette année. C'est bon, il devient écolo. Alors, c'est pas l'écologie, mais c'est... bon, après, là, je commence à avoir été dans pas mal d'endroits où je voulais aller. La bucket list, ça y est, elle est remplie. Ouais, voilà, on vieillit aussi. Peut-être que j'aurai d'autres projets, donc soit pro, soit perso. Et après, je pense que je vais aussi... assister à un peu moins d'événements. Là, j'en ai fait beaucoup des événements IMO. Alors, quand j'organise, j'adore. J'adore aussi y aller parce que du coup, il n'y a pas besoin d'organiser, tu rencontres plein de gens. Mais c'est assez usant. Mine de rien, je pense que j'en ai fait... Là, j'ai vu sur ma rétrospective SNCF que mon voyage préféré, c'était d'aller à Paris, alors que j'y étais que pour des événements. Et puis, ils m'ont dit que j'étais très écolo, alors que j'étais j'étais en Amérique du Sud, j'étais à l'île Maurice... Mais ouais, je pense que ça va être ma dernière année de grosse session voyage et puis pousser sur le podcast privé. Ah, et je repars. Là, j'avais acheté un peu plus d'1 million d'euros d'immobilier en 2022. 2023, j'ai fait une pause. On peut pas tout faire. Et là, j'ai rappelé des agents cette semaine parce que là, après c'est mon avis, l'inflation elle a beaucoup baissé en Europe, les taux. Je pense qu'on est vraiment au taquet, quoi. Au taquet. Et donc, les prix, franchement, je le vois encore. J'ai rédigé une offre d'achat pour quelqu'un cette semaine. À Strasbourg, on a pu négocier plus de 15%. Même, je trouve encore trop cher, donc on va pas y aller. Mais avant, tu négociais pas 15% à Strasbourg sur un T2. Moi, les élèves qu'on suit, alors c'est sûr, les financements, ils sont plus chers. Mais ils payent des trucs. Franchement, on peut négocier en ce moment. Faut y aller, surtout par rapport à il y a un an. Mais du moins 20, moins 25, parce que les prix, ils avaient vraiment gonflé. C'était un peu comme la bulle crypto. Donc, quitte à après, après, personne n'a de boule de cristal, mais je pense que les taux, tant que ça se sait pas trop que les taux, ils vont... L'idéal pour moi serait que pendant 6 mois, ils restent comme ça, que je rachète encore 3-4 trucs, et après qu'ils rebaissent, après on refinancera ou on revendra. Les vendeurs, préparez-vous à avoir les appels de Thibaut. Voilà, ça va piquer. C'est ça. Et des bonnes petites offres de bâtards qui arrivent, qui sont concomitantes. Avec le sourire, toujours. Voilà. Toujours. Voilà. Cool. Bon, on a fait un bon petit tour, là. Ça m'a fait trop plaisir de vous voir et puis d'être ici. Merci à Paco. Pierre sympa, merci pour l'initiative, Paco. Non, on devait lancer une boîte aussi, je crois, des pilules, des pilules pour de la rentabilité immobilière. Rentamax. Rentamax. Petit code promo. Ouais. Ça, c'est une fois qu'on a déjà tout dit, qu'on a dit qu'on voulait faire les choses bien, qu'on voulait pas faire d'escroquerie. Voilà. On lance avec le code promo Rentamax 15%. Moi, 80%. 15% de renta. Sur une pilule qui vous offre chaque pilule 1% de renta supplémentaire. Vous pouvez en prendre 10 par jour. Merci à ceux qui nous écoutent surtout encore et qui nous regardent, parce qu'en général les fins d'épisodes on sait comment c'est, c'est souvent skippé, donc merci à vous et puis on en fera une prochaine sûrement. Mais bien sûr, et à très bientôt. Carrément. Peut-être dans le château, vu qu'on est actionnaires à différents niveaux. Le Châtelain, on se fera Pâques, le jour de l'an. On a plein de... On va se trouver une tenue à chaque fois. Et les podcasts déguisés, il y a un vrai concept. Je pense que ça, 2024, ça va être ça. Podcast déguisé. Merci. Allez, à très vite. Merci. Ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.